Un suiveur du Pérou m'a écrit récemment avec une expérience qu'il a vécue lorsqu'il était gardien de sécurité de nuit dans un cimetière. Il préfère que je n'utilise pas son vrai nom, alors nous l'appellerons Miguel. Si vous avez déjà travaillé de nuit dans des endroits où la mort est présente, hôpitaux, morgues, cimetières, et que vous avez vécu quelque chose d'inexplicable, racontez-le-moi dans les commentaires. Ces histoires méritent d'être partagées. Ce que Miguel a expérimenté pendant 6 mois de travail de nuit l'a convaincu qu'il y a des choses qui veillent sur les morts, des choses qui ne sont pas de ce monde et qui ne tolèrent pas les intrus. Je m'appelle Miguel et j'ai 45 ans. Je vis à Lima, au Pérou, et ce que je vais raconter s'est passé il y a 7 ans, lorsque j'ai accepté un emploi comme gardien de sécurité de nuit dans l'un des cimetières les plus anciens de la ville. Ce fut la pire erreur professionnelle de ma vie, mais ce fut aussi une expérience qui a complètement changé ma façon de voir la mort et ce qui vient après. À l'époque, je traversais des problèmes financiers. Je venais de divorcer, et les dépenses avaient doublé alors que je maintenais 2 foyers. J'avais besoin d'argent supplémentaire. Alors quand j'ai vu l'annonce pour un poste de gardien de nuit au cimetière Presbítero Maestro, j'ai postulé immédiatement malgré le fait que les horaires étaient de 10h du soir à 6h du matin. Le cimetière Presbítero Maestro est historique. Il a été fondé en 1808 et y sont enterrées certaines des figures les plus importantes de l'histoire péruvienne. Il est immense, avec des rues entières de mausolées, de cryptes familiales et des milliers de tombes. Le jour, c'est un lieu touristique. La nuit, cela devient quelque chose de complètement différent. Pour mon premier jour de travail, je me suis présenté à 9h du soir pour recevoir des instructions du superviseur, Monsieur Hector, un homme d'une 60aine d'années qui y avait travaillé pendant 30 ans. Le travail est simple, m'expliqua-t-il en marchant dans les couloirs principaux. Tu fais des rondes chaque heure, tu vérifies que toutes les portes et grilles sont fermées, tu t'assures que personne n'est entré après la fermeture, et tu signales tout ce qui est inhabituel. Quel genre de choses inhabituelles ? Demandai-je. Don Hector me regarda avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Des vandales, des voleurs qui cherchent à voler du bronze des anciennes tombes, des gens qui viennent faire des rituels étranges. Il fit une pause. Et d'autres choses. Quelles autres choses ? Tu apprendras, dit-il simplement. Mais laisse-moi te donner quelques conseils. D'abord, n'entre jamais, jamais dans le secteur ancien après minuit. Deuxièmement, si tu entends des voix ou des pleurs, ignore-les. Ne va pas enquêter. Troisièmement, il y a un mausolée dans le secteur nord, un grand avec des anges à la porte. Reste loin de ça. Toujours. Et quatrièmement, si quelque chose te poursuit, cours vers la chapelle centrale. Là, tu seras en sécurité. Je ris nerveusement. Quelque chose qui me poursuit ? Comme quoi ? Don Hector ne sourit pas. Tu verras. Ou peut-être auras-tu de la chance et tu ne verras rien. Certains gardes passent des mois sans incident, d'autres ne durent même pas une semaine. Il me montra le reste du cimetière, signalant les points clés que je devais vérifier. Où se trouvaient les lumières d'urgence, où était le bureau avec le téléphone au cas où je devrais appeler la police. Puis, il s'en alla, me laissant seul avec une puissante lampe de poche, une radio qui était censée fonctionner mais qui avait une constante statique, et un sifflet. Les premières heures furent calmes. Je fis ma première ronde à 10h. Le cimetière sous la lumière de la lune était beau d'une manière troublante. Les statues d'anges projetaient de longues ombres. Les mausolées ressemblaient à de petites maisons dans une ville de morts. Le silence était profond, interrompu seulement par le son de mes propres pas sur le pavé. À 11h, j'ai fait ma deuxième ronde. Tout restait calme. Je me détendais, pensant que peut-être Don Hector essayait juste de me faire peur, une sorte d'initiation pour le nouvel employé. Mais à minuit, tout a changé. J'étais au bureau, en train de prendre un café, quand j'ai entendu le premier bruit, un pleur, bas, lointain, mais indéniable, le son d'une femme qui pleure. Je me suis rappelé les mots de Don Hector. Si tu entends des voix ou des pleurs, ignore-les. Mais c'était mon travail d'enquêter sur des sons suspects. Que se passait-il s'il y avait quelqu'un de réel là dehors qui avait besoin d'aide ? J'ai pris ma lampe de poche et je suis sorti. Le pleur continuait. Il semblait venir du secteur est. Je me suis dirigé vers là-bas, suivant le son. J'ai passé rangées et rangées de tombes, beaucoup si anciennes que leurs inscriptions n'étaient plus lisibles. Le pleur devenait plus fort à mesure que je m'approchais, et puis tout à coup, il s'est arrêté. Complètement. Silence absolu. Je me suis arrêté, regardant autour de moi. J'étais dans une section pleine de tombes du 19e siècle.
Il n'y avait personne de visible. Aucun mouvement. « Y a-t-il quelqu'un là » appelai-je. Ma voix résonna trop fort dans le silence. Il n'y eut pas de réponse. Mais alors je ressentis quelque chose. Une présence derrière moi. Le poids d'un regard sur mon dos. Je me retournai lentement. Il n'y avait personne. Mais l'air était devenu plus froid. Je pouvais voir ma respiration se condenser en petits nuages blancs, bien que ce fût une nuit d'été tempérée. Et alors je la vis. Une silhouette au bout du couloir entre les tombes. Une femme, ou quelque chose ayant la forme d'une femme, vêtue entièrement de noir avec un voile couvrant son visage. Elle était immobile, simplement debout là, à environ 30 mètres de distance. « Madame » appelai-je. « Le cimetière est fermé, vous ne devriez pas être ici. » La silhouette ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Elle était juste là, et bien que je ne puisse pas voir son visage à travers le voile, je savais qu'elle me regardait. Je fis un pas vers elle. Elle fit un pas vers moi. À chaque pas que je faisais, elle en faisait un aussi. Maintenant toujours la même distance entre nous. Quelque chose dans mon instinct me disait que ce n'était pas normal, que ce n'était pas une personne réelle. J'ai fait un pas en arrière. La silhouette a également reculé. « C'est bon », dis-je à voix haute, plus pour me calmer moi-même que pour communiquer avec elle. « Je m'en vais. Vous faites ce que vous voulez. » Je reculai lentement, gardant ma lampe de poche pointée vers la silhouette. Quand j'arrivai au coin, je me retournai et marchai rapidement de retour au bureau. Je ne courus pas, ma fierté ne me le permettait pas encore, mais je marchais très très vite. Quand j'arrivai au bureau, je fermai la porte à clé et restai là, respirant lourdement. Ce n'était que quelqu'un faisant une visite nocturne illégale, me dis-je. Rien de surnaturel. Juste une personne réelle. Mais je ne le croyais pas. Le froid. La façon dont elle se déplaçait en synchronisation avec moi. La sensation qu'elle n'était pas humaine. Je passais l'heure suivante au bureau, repoussant ma prochaine ronde. Mais à 1h du matin, je savais que je devais sortir. C'était mon travail. Je ne pouvais pas rester caché toute la nuit. Cette fois, je pris la direction opposée, vers le secteur nord. Je me rappelais l'avertissement de Don Hector au sujet du mausolée avec des anges. Je décidai d'éviter complètement cette zone. Mais pendant que je faisais ma ronde, j'ai commencé à entendre des pas. Pas les miens, d'autres pas. Comme si quelqu'un marchait dans un couloir parallèle, suivant mon même chemin mais caché derrière les rangées de tombes. Je me suis arrêté. Les pas se sont arrêtés. J'ai marché plus vite. Les pas se sont également accélérés. J'ai couru. Les pas ont couru. Et alors, de toutes les directions, j'ai commencé à entendre des voix, des chuchotements, des dizaines de chuchotements superposés, comme si une foule invisible m'entourait, tous parlant en même temps à des volumes trop bas pour comprendre des mots spécifiques mais suffisamment forts pour être inquiétants. Je me suis souvenu des mots de Don Hector. Si quelque chose te poursuit, cours vers la chapelle centrale. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai couru. J'ai couru comme je n'avais pas couru depuis des années, avec la lampe torche rebondissant dans ma main, les chuchotements me poursuivant, les pas invisibles se multipliant autour de moi. La chapelle centrale apparut devant moi. Ses portes étaient ouvertes. J'entrai brusquement et les fermai derrière moi, m'appuyant contre elles, haletant. Les murmures s'arrêtèrent immédiatement. Les pas cessèrent. Le silence revint. J'allumai les lumières de la chapelle. C'était un petit espace mais magnifique, avec des bancs en bois ancien et un autel simple. Je m'assis sur le banc de devant, essayant de calmer ma respiration, de traiter ce que je venais de vivre. Première nuit difficile, n'est-ce pas? Je faillis tomber du banc de peur. Je me retournai et vis un vieil homme assis dans l'ombre du coin arrière de la chapelle. Comment ne l'avais-je pas vu en entrant? Il était très vieux. Il devait avoir plus de 80 ans. Il portait un ancien costume noir, du genre que les hommes portaient au début du XXe siècle. Sa peau était pâle, presque translucide, et ses yeux étaient d'un gris très clair. « Qui êtes-vous » demandai-je. « Comment êtes-vous entré ici? Le cimetière est fermé. » Le vieil homme sourit. « Je ne suis pas entré. J'ai toujours été ici, depuis très très longtemps. » Un frisson me parcourut le dos. « Êtes-vous le gardien précédent ?» En un sens, répondit-il de manière énigmatique. « Je suis un gardien, oui, mais pas du genre que tu es. » Il se leva lentement. « Il y a beaucoup de gardiens dans cet endroit, jeune. Certains vivants, d'autres, pas tant que ça. Nous servons tous le même but, maintenir l'ordre, protéger le repos de ceux qui reposent ici. » « Je ne comprends pas, ai-je chuchoté.
Tu comprendras avec le temps. Mais laisse-moi t'expliquer certaines choses que Don Hector ne t'a probablement pas dites complètement. Le vieil homme s'est dirigé vers l'autel. Ce cimetière a presque 200 ans. Des milliers de personnes y sont enterrées. Et toutes ne reposent pas en paix. Certaines sont piégées, d'autres veillent, et d'autres sont en colère. La femme en noir? Une parmi tant d'autres. Une veuve qui s'est suicidée sur la tombe de son mari en 1890. Elle erre la nuit, cherchant d'autres pour partager sa douleur. Le vieil homme m'a regardé avec ses yeux gris perçants. Elle n'est pas malveillante, elle est juste perdue. Si tu l'ignores, elle t'ignorera. Mais si tu la suis, si tu essaies d'interagir, elle peut t'attirer vers sa tristesse. Et tu ne voudras pas ça. Et les chuchotements, les pas, échos, résidus de vie qui restent imprimés dans un endroit où des milliers ont marché en deuil. Ils ne sont pas intelligents. Ce ne sont que des répétitions, comme un enregistrement qui se reproduit encore et encore. Le vieil homme s'approcha davantage. Mais il y a des choses pires ici, des choses qui sont intelligentes, des choses qui ne veulent pas que les vivants marchent parmi les morts. Pourquoi me racontez-vous cela? Parce que vous êtes le nouveau gardien vivant. Et vous devez comprendre avec quoi vous travaillez. Don Hector vous a donné des règles. Suivez-les. Surtout celle du mausolée du secteur nord. Son expression devint sérieuse. N'entrez jamais là-dedans. Ce qui est à l'intérieur ne doit pas être dérangé. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Quelque chose qui a été enterré il y a longtemps pour une bonne raison. Quelque chose que certains appellent démons, d'autres esprits sombres. Les noms n'importent pas. Ce qui importe, c'est que c'est contenu, scellé. Et tant que cela reste ainsi, nous sommes tous en sécurité. Mais si quelqu'un venait à briser les sceaux, il n'acheva pas sa phrase. « Comment puis-je savoir que vous êtes réel ?» ai-je demandé soudainement. « Comment puis-je savoir que vous n'êtes pas une partie de tout cela, une autre apparition ?» Le vieil homme sourit tristement. « Tu ne le sais pas, tu ne peux pas le savoir. Mais en cet endroit, la ligne entre la vie et la mort est fine, très fine. Et ceux d'entre nous qui gardons cet endroit, vivants ou morts, servons tous le même but. » Il commença à marcher vers la porte. « Reste ici jusqu'à l'aube si tu veux. La chapelle est neutre. Sûr. Rien ne peut entrer sans permission. »« Attendez, appelai-je. Comment vous appelez-vous ? » ?»« Appelle-moi Antonio. Et nous nous reverrons, Miguel. Nous nous reverrons souvent. » Il ouvrit la porte et sortit. Je me levai pour le suivre, mais quand j'arrivai à la porte quelques secondes plus tard, il avait complètement disparu. Le cimetière était vide à perte de vue. Je restai dans la chapelle le reste de la nuit. Quand le jour se leva à 6 heures et que Don Hector arriva, je lui racontai tout ce que j'avais vécu. Il écouta en silence, hochant occasionnellement la tête. Quand j'eus terminé, il dit « Alors tu l'as rencontré, Antonio. Vous le connaissez ? Tous les gardiens finissent par le connaître. Ou ce que c'est. » Don Hector s'est assis lourdement. Antonio a été le premier gardien de nuit de ce cimetière, là-bas, en 1820. Il est mort ici lors d'une tentative de vol. Il a été tué par des voleurs cherchant des bijoux dans les tombes. On dit que son esprit est resté, continuant son travail même après sa mort. Vous pensez que c'est réel? Je ne sais pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas dans cet endroit, admit Don Hector. Je sais juste que si tu suis les règles, si tu respectes cet endroit et ce qu'il y a ici, tu survivras à ton service. Beaucoup de gardiens ont travaillé ici pendant des années sans problème sérieux. Il suffit de garder la tête froide et de ne pas chercher les ennuis. J'aurais dû démissionner ce jour-là. J'aurais dû partir et trouver un autre travail, n'importe quel autre travail. Mais j'avais besoin d'argent. Et une partie de moi, une partie curieuse et stupide, voulait en savoir plus sur cet endroit. Je suis resté. Les mois suivants ont été compliqués. Chaque nuit, je voyais quelque chose. Parfois, c'était la femme en noir, toujours gardant ses distances, toujours reflétant mes mouvements. D'autres fois, c'étaient des lumières flottant entre les tombes, comme des bougies se déplaçant dans une procession invisible. J'entendais des pleurs, des rires, de la musique sans source. Mais je respectais les règles. Je ne suis jamais allé dans le secteur ancien après minuit. J'ignorais les sons que je ne pouvais pas expliquer. Et surtout, je restais loin du mausolée du secteur nord. C'était un grand bâtiment, beaucoup plus imposant que les autres structures du cimetière. Style néoclassique, avec des colonnes en marbre et 2 statues d'anges flanquant l'entrée. Mais les anges n'étaient pas beaux ou sereins comme d'autres dans le cimetière. Ils avaient des expressions de douleur, presque de terreur, avec leurs mains tendues,
comme s'ils essayaient d'avertir les gens de s'éloigner. La porte du mausolée était scellée avec des chaînes et des verrous vieux et rouillés, et il y avait des symboles gravés sur le cadre de la porte. Il n'était né pas chrétien. Il semblait beaucoup plus ancien. Chaque fois que je passais près de ce mausolée pendant mes rondes, je ressentais quelque chose. Un poids sur la poitrine, une difficulté à respirer, et toujours, la sensation d'être observé avec hostilité. Antonio m'a expliqué plus à ce sujet lors de l'une de nos rencontres. Il apparaissait occasionnellement, généralement dans la chapelle, et nous parlions. Il m'a appris l'histoire du cimetière, m'a raconté certains des résidents les plus intéressants, et m'a averti des zones dangereuses. Le mausolée a été construit en 1845 pour la famille Salazar, m'a-t-il raconté une nuit. Ricardo Salazar était un riche commerçant, mais il était aussi un occultiste. Il a expérimenté des choses qu'il n'aurait pas dû. Il a essayé de communiquer avec des entités obscures, de faire des pactes, de gagner du pouvoir. Que s'est-il passé? Il a invoqué quelque chose qu'il n'a pas pu contrôler. Cela l'a consumé, lui, et toute sa famille. 7 personnes sont mortes dans des circonstances horribles au cours d'un mois. Quand ils les ont finalement enterrées dans ce mausolée, l'Église a envoyé ses meilleurs exorcistes pour sceller l'endroit. Les symboles que tu vois sur la porte sont des sceaux protecteurs. Ils gardent ce qui est à l'intérieur. À l'intérieur. Et ça fonctionne encore, après tant d'années? Oui, mais les sceaux s'affaiblissent avec le temps. Tous les quelques années, quelqu'un de l'Église vient les renouveler. Antonio me regarda sérieusement. Tant que ces sceaux sont intacts, nous sommes en sécurité. Mais si quelque chose ou quelqu'un les brisait, je ne voulais pas imaginer ce qui se passerait. Tout était relativement gérable jusqu'à ce que Gabriel apparaisse. Gabriel était un jeune d'environ 25 ans, un nouveau garde engagé pour les quarts de nuit du week-end. Il était sceptique, arrogant, le type typique qui pense tout savoir et que les avertissements des autres ne sont que des superstitions ridicules. Je l'ai rencontré un vendredi lorsqu'il est arrivé pour son premier quart. Don Hector lui faisait le même discours d'orientation qu'il m'avait donné des mois auparavant. « Tout ça, c'est des conneries », a dit Gabriel avec mépris. « Des fantômes, des esprits, des apparitions. Ce ne sont que des histoires que les gens inventent parce qu'ils ont peur de l'obscurité et des endroits avec des morts. » « Espérons que tu aies raison, a dit Don Hector avec fatigue. Mais quand même, suis les règles. Au cas où. Cette nuit-là, Gabriel et moi avons partagé le service. Il a passé la première moitié du service à se moquer de tout. Il riait de mes avertissements. Il marchait dans des endroits que j'évitais, criant « Des fantômes, venez me faire peur !» Il donnait des coups de pied dans des tombes et faisait des commentaires irrespectueux sur les morts. « Tu vas attirer des problèmes, lui ai-je averti. » « Des problèmes de quoi? Des cadavres qui vont se lever et me poursuivre ?» Il a ri. « Détends-toi, frère. Ce ne sont que des pierres avec des noms. Il n'y a rien de spécial ici. » À minuit, il a décidé qu'il voulait voir le célèbre mausolée du secteur nord. Je lui ai dit de ne pas y aller, que c'était contre les règles, qu'il y avait des raisons à ces avertissements. Quelles raisons? Des fantômes en colère? Il s'est moqué. Je vais y aller. Tu peux venir ou tu peux rester ici à trembler. Je suis allé avec lui, non pas pour l'encourager mais pour essayer de l'arrêter s'il essayait de faire quelque chose de stupide, et pour pouvoir demander de l'aide si quelque chose tournait mal. Quand nous sommes arrivés au mausolée, Gabriel s'est approché de la porte sans peur. Il a touché les chaînes, a examiné les symboles. « Intéressant », murmura-t-il. « Ces symboles semblent alchimiques, ou peut-être maçonniques. Quelqu'un a vraiment cru qu'il avait besoin d'une protection magique ici. »« Gabriel, allons-y. Tu as déjà vu l'endroit. Partons. »« Que penses-tu qu'il se passerait si nous ouvrions ça ?» demanda-t-il avec un sourire espiègle. « Ne le fais pas, dis-je avec urgence. Sérieusement, que ce soit vrai ou non ce qu'ils disent sur cet endroit, il n'y a aucune raison de prendre des risques. » Mais il sortait déjà des outils de son sac à dos. Un petit levier. Je parie que ces chaînes sont si rouillées qu'elles se casseront facilement. « Gabriel, je te le demande en tant que compagnon, ne le fais pas. » Il ne m'écouta pas. Il glissa le levier entre les maillons d'une des chaînes et poussa. La chaîne, effectivement rouillée après des décennies, se brisa avec un bruit métallique. Immédiatement l'air changea. Il devint glacial, et le silence qui caractérisait toujours le cimetière la nuit devint plus profond, antinaturel, comme si tout l'endroit retenait son souffle. « Tu vois, rien ne s'est passé, » dit Gabriel triomphant. « Ce ne sont que des superstitions stupides. » Mais je ressentais quelque chose, un poids grandissant.
une présence qui s'éveillait, et dans les statues des anges flanquant la porte, j'ai juré avoir vu leurs expressions changer, devenir plus terrifiées. Nous devons partir, dis-je, tout de suite. Pourquoi? Nous ne sommes même pas encore entrés. Maintenant, criai-je. Mon ton le convainquit enfin. Nous commençâmes à marcher vers le bureau. Mais après quelques pas, Gabriel s'arrêta. Tu as entendu ça? Demanda-t-il. Je l'entendais aussi. Un bruit comme des griffures. Cela venait de l'intérieur du mausolée. Comme si quelque chose avec des griffes grattait la porte de l'intérieur. Le bruit devint plus fort, plus insistant. Et puis nous entendîmes autre chose. Une voix, profonde, résonnante, pas complètement humaine. Libré... Gabriel pâlit. Toute son arrogance s'évapora en une seconde. C'était quoi ce bordel? Ce que nous t'avons averti de ne pas déranger, répondis-je. Cours, vers la chapelle, maintenant. Nous avons couru. Derrière nous, nous avons entendu un bruit terrible. Celui du métal se tordant et se brisant. La porte du mausolée était forcée de l'intérieur. En regardant en arrière pendant que nous courions, j'ai vu quelque chose émerger. Une ombre. Mais ce n'était pas une ombre normale. Elle était dense, solide, avec une forme vaguement humanoïde mais déformée. Plus grande qu'elle ne devrait l'être, avec des membres trop longs et des yeux. Des yeux rouges brillants qui nous ont vus et nous ont identifiés comme la raison de sa libération. La chose nous a poursuivis. Elle se déplaçait vite, trop vite. Elle sautait sur les tombes comme si elle ne pesait rien, et elle faisait un bruit, un sifflement mêlé à ce qui pouvait être un rire ou de la colère. Il était difficile de distinguer. « Plus vite !» criai-je à Gabriel qui commençait à rester derrière. La chapelle est apparue devant. Les portes étaient ouvertes, et à l'intérieur, j'ai vu Antonio debout sur l'autel, faisant des gestes urgents pour que nous entrions. Nous nous sommes précipités à travers les portes. Antonio les a fermées brusquement derrière nous juste au moment où l'entité arrivait. Nous avons entendu l'impact contre les portes. Un coup qui a fait trembler toute la structure. Mais les portes ont tenu. Antonio a commencé à réciter quelque chose. Des mots en latin mélangés avec d'autres langues que je ne reconnaissais pas. Il traçait des symboles dans l'air avec ses mains, et lentement, le tapotement sur les portes s'est arrêté. « C'est contenu », a finalement dit Antonio. « Pour l'instant, mais les sceaux sont brisés. Quelqu'un devra le refermer correctement. » Gabriel était par terre, tremblant, en état de choc. C'était réel, a terminé Antonio. Très réel et très dangereux. Ce que tu as libéré a été piégé pendant presque 200 ans. Il a faim, furieux. Et maintenant il est libre dans ce cimetière. Que pouvons-nous faire? Ai-je demandé. Rester ici jusqu'à l'aube. Cette chose ne peut pas tolérer la lumière du soleil. Elle se cachera quand le soleil se lèvera. Et ensuite, nous appellerons l'église. Ils sauront quoi faire. Nous avons passé le reste de la nuit dans la chapelle. Gabriel ne disait rien. Il regardait simplement le mur avec des yeux vitreux, choqué par ce qu'il avait vu. Je suis resté près d'Antonio qui surveillait les portes. Qu'est-ce que c'est exactement cette chose? Ai-je demandé à voix basse. Un démon, un esprit sombre, une entité de pur mal. Les noms varient selon la culture. Mais l'essence est la même. C'est quelque chose qui se nourrit de peur, de douleur et de mort. Ricardo Salazar l'a invoqué en pensant qu'il pourrait le contrôler et l'utiliser pour gagner du pouvoir. Au lieu de cela, il l'a consumé. Antonio me regarda. Et maintenant, il est libre à nouveau. Jusqu'à ce qu'il soit à nouveau scellé, ce cimetière ne sera pas sûr. Quand le jour s'est levé, l'entité a disparu comme Antonio l'avait prédit. Nous avons appelé Don Hector, qui à son tour a appelé des personnes de l'archidiocèse. Ils sont venus ce même jour. Des prêtres, des exorcistes, des personnes qui savaient clairement ce qu'elles faisaient. 3 jours se sont écoulés à travailler sur le mausolée, renouvelant les sceaux, renforçant les barrières, priant constamment. Finalement, ils déclarèrent que l'entité était de nouveau contenue. Gabriel a démissionné ce même jour. Il n'est jamais revenu. J'ai entendu par la suite qu'il avait eu un effondrement nerveux et qu'il avait passé du temps en thérapie. J'ai continué à travailler là-bas pendant 3 mois de plus. Mais après cet incident, quelque chose avait changé. Le cimetière semblait plus hostile, comme si l'entité, bien que contenue, avait laissé une trace de sa présence. Les nuits étaient plus sombres, les sons plus menaçants. Même Antonio apparaissait moins fréquemment. Finalement, j'ai trouvé un autre emploi et j'ai démissionné. Don Hector a compris. Tu as duré plus longtemps que beaucoup.
a-t-il dit. Et tu as appris à respecter cet endroit. C'est important. 7 ans se sont écoulés. Je ne suis jamais retourné au cimetière, même pas de jour. Mais parfois, quand je passe près, je ressens quelque chose. Un appel. Comme si l'endroit me rappelait. Comme si Antonio voulait me dire quelque chose. Dans mes rêves, je vois occasionnellement le mausolée. Les chaînes intactes à nouveau. Les anges avec leurs expressions de terreur. Et derrière la porte scellée, des yeux rouges observant, attendant, avec une patience infinie, attendant que quelqu'un d'autre brise les sceaux, attendant sa prochaine chance de liberté. Voici l'histoire que Miguel m'a partagée. Il m'a dit qu'il travaille maintenant dans la sécurité d'entreprise, en journée, dans des bâtiments très vivants et très modernes. Il n'a jamais retravaillé la nuit, ni près d'endroits où la mort est présente. Il dit qu'il a appris qu'il y a des choses que les vivants ne doivent pas déranger, et que certaines barrières existent pour de très bonnes raisons. Si vous avez travaillé dans des endroits similaires et vécu quelque chose d'inexplicable, partagez-le dans les commentaires. Ces expériences doivent être racontées. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour plus de contenu chaque semaine. Prenez soin de vous, et rappelez-vous que certains sceaux sont mieux laissés intacts. À bientôt. Il y a des histoires que l'on reçoit et qui nécessitent un moment avant d'être racontées. C'est l'une d'elles. Un abonné nommé Andrés du Venezuela me l'a envoyé. Et ce qu'il décrit s'est produit lors d'un travail qu'il a accepté par nécessité dans un village de l'intérieur du pays. Andrés ne croyait pas aux démons. Il ne croyait pas non plus au pacte. Mais il y a des choses que l'on voit de ses propres yeux qui ne laissent d'autre choix que de reconsidérer tout ce que l'on pensait savoir. Si tu as une histoire qui t'a marqué ainsi, écris-moi, j'adore recevoir vos récits. Et si tu écoutes cela pour la première fois et que ce type de contenu te plaît, bienvenue. Maintenant, allons-y avec ce qui est arrivé à Andrés la nuit où il est entré dans la mauvaise maison. J'avais 29 ans quand j'ai accepté ce travail et maintenant j'en ai 36. Et il y a encore des nuits où je me réveille à 3 heures du matin avec le cœur battant la chamade sans savoir exactement pourquoi. Mon corps se souvient même si j'essaie d'oublier. Je m'appelle Andrés, je suis électricien, et à cette époque je faisais des travaux sous contrat dans différentes parties du pays parce que la situation économique ne permettait pas de faire beaucoup de choix. Quand on m'a appelé pour un projet de rénovation électrique à Cumaná, dans l'état de Sucre, j'ai accepté sans hésiter. 3 semaines de travail, logement inclus, rémunération raisonnable. C'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment de ma vie. Le projet se déroulait dans une grande maison en périphérie du centre historique, propriété d'un homme nommé Don Esteban, qui vivait à Caracas et voulait rénover la propriété pour la louer. La maison était inoccupée depuis plusieurs années et l'installation électrique était un désastre. Câblage ancien, tableaux endommagés, prises qui ne respectaient aucune norme en vigueur. C'était un travail de fond, de ceux que j'aime, parce qu'ils nécessitent de l'attention et ne peuvent pas être faits à moitié. Le logement que le contracteur a trouvé était une pension à 6 rues de la maison. Propre, basique, avec petit déjeuner inclus. La propriétaire de la pension était une dame d'environ 60 ans nommée Doña Petra, petite, aux mouvements rapides et avec un regard qui semblait te jauger en quelques secondes. Le premier jour, quand je lui ai dit dans quelle maison j'allais travailler, elle est restée immobile un moment. « La maison d'Esteban Vargas » a-t-elle dit. « Celle du passage Bolivar ?»« C'est celle-là même » ai-je dit. Doña Petra a hoché la tête lentement, avec une expression que je n'ai pas su lire tout de suite mais que j'ai appris à reconnaître avec le temps comme de la prudence. « Termine vite ce travail » a-t-elle dit, « et ne reste pas après la tombée de la nuit. » Je lui ai demandé pourquoi. « Cette maison a la réputation » a-t-elle simplement dit, et a changé de sujet. Je n'y ai pas prêté attention. Les vieilles maisons ont toujours une réputation. C'est une partie de leur vieillesse. Le premier jour de travail était complètement normal. Je suis arrivé à 8 heures du matin avec ma mallette à outils, j'ai inspecté l'installation existante, fait le diagnostic, pris des mesures, planifié les matériaux. La maison était grande, à 2 étages, avec de hauts plafonds et de murs épais comme on les construisait autrefois. Elle sentait le renfermé et le temps arrêté, cette odeur caractéristique des espaces qui n'ont pas été habités depuis longtemps. Les fenêtres étaient fermées depuis qui sait quand, et quand j'en ai ouvert quelques-unes pour aérer, la lumière qui est entrée m'a montré la poussière flottant dans l'air comme de la neige suspendue.
Rien d'inhabituel. Rien qui justifie un quelconque avertissement. J'ai travaillé jusqu'à 6 heures de l'après-midi, j'ai ramassé mes affaires et je suis allé à la pension. J'ai dîné avec Madame Petra et 2 autres clients, un représentant de commerce et un étudiant universitaire. Et je suis allé me coucher tôt car le travail du lendemain allait être long. Le deuxième jour fut tout aussi calme, le troisième aussi. Je m'adaptais au rythme du travail à la maison, à ces bruits propres de bois anciens qui se dilatent avec la chaleur et se contractent la nuit. J'appris ces sons comme on apprend les sons de tout espace où l'on passe des heures. C'est dans l'après-midi du 4e jour que je remarquai la chambre. Elle était à l'étage, au bout du couloir, avec la porte fermée. Elle n'était pas différente des autres portes du couloir, même taille, même bois sombre. Mais quand je suis allé l'ouvrir pour inspecter l'installation électrique intérieure, la poignée ne tourna pas. Elle était verrouillée. Je l'ai noté sur ma liste de choses à faire pour le signaler à l'entrepreneur. Je devais aussi vérifier cette chambre. Je ne pouvais pas la laisser de côté sans raison. Cet après-midi-là, de retour à la pension, j'ai mentionné à Doña Petra la chambre fermée. Doña Petra leva les yeux de ses affaires et me regarda. « Quelle chambre ?» demanda-t-elle. « La pièce au fond du couloir du haut, au fond, à gauche. » Doña Petra a posé ce qu'elle avait dans les mains sur la table, avec un soin qui m'a semblé délibéré. « N'ouvre pas cette pièce, » a-t-elle dit. « Je dois vérifier l'installation électrique de toute la maison, Doña Petra. Cela inclut cette pièce. Dis au contracteur que cette pièce n'a pas de câblage, a-t-elle dit. Que ça a toujours été comme ça, qu'elle n'a pas besoin d'être vérifiée. Je l'ai regardé un moment. Comment le sais-tu ? Doña Petra a soutenu mon regard. Je suis de ce quartier depuis que je suis né, Andrés. Je connais cette maison depuis avant que tu ne sois né. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dans cette pièce. Doña Petra garda le silence pendant plusieurs secondes. Puis, d'une voix plus basse, elle dit « Le précédent propriétaire de cette maison était un homme appelé Celestino Mora. Il est mort il y a 12 ans. Celestino était praticien. Sais-tu ce que cela signifie ?» Je lui ai dit que je n'étais pas sûr. « Il faisait des affaires, » dit Doña Petra, « avec des choses qui n'ont pas de joli nom. Cette pièce était où il travaillait, où il les recevait. Après la mort de Celestino, personne n'a pu y entrer sans que quelque chose ne se passe. Quel genre de choses se passe ? Cela dépend de la personne, dit-elle. Mais ce ne sont jamais de bonnes choses. Cette nuit-là, j'ai mis plus de temps que d'habitude à m'endormir. Une partie de moi, la partie rationnelle et pratique qui a toujours été dominante, rejetait ce que Doña Petra m'avait dit comme une superstition locale. Des légendes de quartier, le genre d'histoire qui se développe autour d'une vieille maison avec un propriétaire excentrique jusqu'à devenir méconnaissable. J'avais déjà vu cela ailleurs, comment une histoire simple s'enrichit de couches à chaque répétition jusqu'à sembler quelque chose de monstrueux, mais il y avait quelque chose dans la manière de parler de Doña Petra qui n'était pas le ton de quelqu'un répétant des légendes. C'était le ton de quelqu'un qui rapporte des faits. Le lendemain, j'ai parlé avec le contracteur, un homme nommé Eduardo qui coordonnait le travail depuis Caracas par téléphone. Je lui ai dit qu'il y avait une pièce fermée à clé à l'étage et que j'avais besoin d'accès. Eduardo a été direct. Don Esteban a dit que cette pièce reste telle qu'elle, qu'il ne faut pas l'inclure dans le travail. Pourquoi ? Il ne m'a pas expliqué, il a juste dit de la laisser. Donc nous la laissons, Andrés. Continue avec le reste. Je l'ai laissée. Les jours suivants, j'ai avancé avec le reste de la maison. L'installation électrique était complexe mais gérable, et le travail se passait bien. Je me suis habitué à l'espace, à ses proportions, à la manière dont la lumière changeait d'heure en heure. C'était une maison qui avait été belle à son époque et qui, avec du travail et de l'attention, pouvait redevenir belle. Le problème a commencé au cours de la 2e semaine. C'était d'abord un son. Je l'ai entendu un mardi après-midi, alors qu'il était presque 6 heures et que je ramassais des outils au rez-de-chaussée. Un coup doux, répété, venant d'en haut, comme quelqu'un marchant très lentement à l'étage, avec des pas lourds et lents sur les planches de bois. Je suis resté immobile à écouter. Les pas ont continué. Ils se déplaçaient dans le couloir du haut d'un côté à l'autre sans hâte, avec cette régularité mécanique que possèdent les sons qui n'ont pas d'intention derrière, qui ne sont que la physique d'un objet en mouvement. Je suis monté les escaliers. Le couloir était vide. Personne, rien de déplacé. Les portes, toutes fermées comme je les avais laissées. Le silence complet. J'ai vérifié chaque pièce ouverte. Rien. Je me suis dit, vieux bois,
Température, expansion et contraction. Je me l'ai dit avec conviction, et je m'y suis cru. Le lendemain, les pas sont revenus, à la même heure, avec le même rythme. Au troisième jour, je suis resté à l'étage en les attendant. Je me suis assis par terre dans le couloir, le dos contre le mur, et j'ai attendu. À 5h40 de l'après-midi, ponctuel comme quelque chose avec un horaire fixe, les pas ont commencé. Et ils venaient de la chambre fermée, pas du couloir, pas d'un espace ouvert. De l'intérieur de la chambre à clé, au fond à gauche, la chambre de Celestino Mora que, selon Doña Petra, il valait mieux ne pas ouvrir. Je me suis levé et je me suis approché de la porte. Les pas ont continué de l'autre côté, maintenant clairement audibles, clairement provenant de cet espace fermé. Des pas de quelqu'un qui marchait d'un côté à l'autre dans une petite pièce. Un rythme délibéré, presque comme celui de quelqu'un qui attend. « Qui est là ?» ai-je dit. Les pas se sont arrêtés. Silence absolu pendant plusieurs secondes. Puis, de l'autre côté de la porte, j'ai entendu quelque chose qui m'a donné la chair de poule avec une efficacité que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Une respiration, longue, lente, profonde. Comme si quelqu'un était juste de l'autre côté du bois, le visage collé contre, en train de respirer. Je me suis éloigné de la porte et suis descendu les escaliers sans courir, car quelque chose en moi me disait que courir serait une erreur. Je suis sorti de la maison, j'ai fermé à clé avec le cadenas qu'on m'avait donné pour le portail, et j'ai marché les 6 blocs jusqu'à la pension sans regarder en arrière. J'ai raconté à Madame Petra ce que j'avais entendu. Elle a écouté sans interrompre, avec cette expression qu'elle a, de quelqu'un qui sait déjà la fin de l'histoire avant que tu n'y arrives. « T'es-tu approché de la porte ?» a-t-elle demandé quand j'ai terminé. « Oui. » « As-tu mis la main sur la poignée ?»« Non. » Madame Petra a fermé les yeux brièvement. « Bien, » a-t-elle dit. « Si tu n'as pas touché la poignée, tu n'as rien accepté. C'est comme ça que ça fonctionne. Tant que tu n'ouvres pas, il n'y a pas d'invitation. » « Invitation à quoi ?» Doña Petra prit un moment avant de répondre. Elle se leva, alla à la cuisine et revint avec 2 tasses de café. Elle m'en mit une devant moi. Il était tard pour du café, mais je l'acceptais. Celestino Mora était un homme qui cherchait des choses, dit Doña Petra en s'asseyant. Il avait de l'argent, il avait du temps, et il avait une curiosité qui n'avait pas de limite prudente. Il commença par des choses mineures, ce que nous appelons ici des travaux, des amarres, des nettoyages, des choses que les gens connaissent. Mais Celestino voulait plus que ça. Il voulait parler à quelque chose qui lui répondrait vraiment. Et l'a-t-il trouvé ? Il l'a trouvé, dit Doña Petra. Il passa plusieurs années à chercher, selon ce que m'a raconté sa sœur une fois, qui était la seule personne à être proche de lui à cette époque et qui vit encore dans le quartier. Il voyagea, apprit, apporta des choses d'autres endroits. Et à un moment de ce processus, quelque chose dans cette pièce répondit. Quel type de quelque chose ? Le type qui n'a pas de nom que l'on voudrait dire à voix haute, dit Doña Petra, et elle le dit sans drame comme un fait technique. Celestino a fait un marché avec ça. Il a demandé des choses que je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas mon histoire à raconter. Et pendant des années, il a bien vécu. Très bien selon les gens du quartier. Prospérité, santé, des choses qu'il n'avait pas avant. Et le paiement ? Doña Petra prit son café. Le paiement est arrivé quand Celestino est mort, dit-il. Mais il s'avère que ce qu'il a laissé derrière lui dans cette chambre n'a pas seulement affecté lui. Cela a aussi touché ceux qui sont venus après. 2 familles ont essayé de vivre dans cette maison au cours des 12 années où la propriété a changé de main. Aucune n'a duré plus de 2 mois. Que leur est-il arrivé ? À la première famille, le père a commencé à avoir des rêves qui n'étaient pas les siens. Des rêves qui le laissaient si épuisé qu'au bout de 2 mois, il ne pouvait plus travailler. Ils sont partis. À la deuxième famille, la mère a dit qu'elle entendait des voix qui lui donnaient des instructions. Ils sont partis avant la fin du 1er mois. C'est après cela que Don Esteban a acheté la propriété à bas prix avec l'idée de la rénover sans y habiter et de la louer à des personnes qui ne connaissaient pas l'histoire. Je suis resté silencieux traitant cela. « Et qu'y a-t-il dans cette chambre maintenant ?» demandai-je. « Ce qui a toujours été là, » dit Doña Petra. « Et qui continuera à être tant que personne ne le déplace, ne le confronte, ni n'ouvre cette porte. Parfois on l'entend, parfois on le ressent, mais tant que personne n'entre, ça reste à l'intérieur. Comme le miroir de son histoire, dis-je, sans réfléchir. Doña Petra me regarda sans comprendre la référence, car elle n'était que la mienne.
Tant que tu n'ouvres pas, il n'y a pas d'invitation. Répétai-je ces mots. Exactement, dit-elle. Termine ton travail et pars, Andrés, ce n'est pas ton histoire. Les jours suivants, je passais mon temps avec ça en tête. Je continuais à travailler, je continuais à avancer, et les pas continuèrent de chaque soir à la même heure. Je m'y habituais d'une manière qui ne me rend pas fier. Je les entendais, je les enregistrais mentalement, et je poursuivais ce que j'avais à faire. Comme Doña Petra, on apprend à ne pas écouter. Mais la nuit du 14e jour, quelque chose changea. Cette nuit-là, je commis une erreur. J'avais oublié un outil à la maison, un outil spécifique dont j'avais besoin tôt le lendemain matin et que je n'avais pas en double. Je l'ai remarqué pendant que je dînais à la pension et j'ai calculé que si j'y allais vite, je le ramassais et revenais, cela ne prendrait pas plus de 20 minutes. Il était 9h30 du soir. Doña Petra était dans sa chambre quand je suis sorti. Je ne l'ai pas prévenue. Je ne voulais pas de la conversation qui aurait suivi si je lui avais dit où j'allais. J'ai marché les 6 blocs dans la nuit douce de Cumaná. Le quartier était calme, quelques maisons éclairées, le son lointain d'une télévision, des chiens aboyant après quelque chose d'invisible. J'ai atteint le portail de la maison, j'ai ouvert le cadenas. Je suis entré. Le rez-de-chaussée était sombre. J'ai sorti la lampe de poche de mon téléphone et l'ai utilisée pour m'orienter. J'ai trouvé l'outil exactement là où je l'avais laissé, dans la cuisine, sur le comptoir où j'avais travaillé cet après-midi. Je l'ai ramassé et je me suis dirigé vers le portail. Et alors j'ai entendu quelque chose. Pas les pas habituels. Quelque chose de différent. Un bruit qui venait de l'étage, du couloir, mais qui n'était pas le rythme connu des pas. C'était quelque chose de plus ressemblant à un traînement. Comme si quelque chose de très lourd se déplaçait lentement sur le sol en bois du couloir du haut. Je me suis arrêté. Le traînage continua, lent et délibéré, se déplaçant de la pièce du fond vers le début du couloir, vers les escaliers. Je ne regardais pas en haut. Je gardais les yeux fixés devant moi, sur le portail qui se trouvait à environ 6 mètres de l'endroit où j'étais, et je marchais vers lui d'un pas régulier. Je ne courus pas. Je me disais de ne pas courir, que le mouvement urgent était un signe de reconnaissance, que si quelque chose attendait une réaction, y répondre serait la pire chose à faire. J'arrivai au portail, je mis la main sur le verrou, et alors j'entendis, depuis le sommet des escaliers, une voix. Ce n'était pas la respiration de l'autre fois, c'était une voix complète, claire, avec une cadence étrange mais parfaitement articulée. Elle ne disait pas des mots que je pouvais reconnaître comme des mots. C'était une langue qui n'existait dans aucun dictionnaire que je connaissais, avec une musicalité qui avait quelque chose de chant et quelque chose de menace, les deux en même temps. J'ai ouvert le verrou, je suis sorti, j'ai fermé le portail et j'ai marché les 6 blocs de retour à la pension. Je n'ai pas couru. Mais quand je suis arrivé à la pension, que je suis entré et que j'ai fermé la porte derrière moi, je me suis assis dans le premier fauteuil que j'ai trouvé et j'ai mis plusieurs minutes à pouvoir respirer normalement. Doña Petra est sortie de sa chambre. Elle m'a regardé. Elle n'a rien dit. Elle est allée à la cuisine et est revenue avec un verre d'eau. Elle me l'a donné. Elle s'est assise en face de moi et a attendu. Quand j'ai pu parler, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Doña Petra a écouté. Quand j'ai terminé, elle m'a posé une seule question. « As-tu ouvert une porte à l'intérieur ?»« Non, ai-je dit. J'ai juste ramassé l'outil et je suis sorti. »« As-tu répondu à la voix ?»« Non. » Doña Petra a hoché la tête. « Alors tu vas bien ?» a-t-elle dit. « Tu n'as pas ouvert, tu n'as pas répondu. Il n'y a pas d'invitation. Que se serait-il passé si j'avais répondu ?» Doña Petra m'a regardé pendant un moment. « Je ne sais pas avec exactitude, » a-t-elle dit. Personne qui a répondu n'a pu bien l'expliquer après. J'ai terminé le travail en 4 jours de plus. J'ai travaillé rapidement, plus rapidement que d'habitude, et je suis parti de cette maison chaque soir avant que les pas ne commencent. Je ne suis pas revenu la nuit, je n'ai oublié aucun outil. Le dernier jour, avant de partir définitivement, je me suis arrêté un moment dans le couloir du premier étage. J'ai regardé vers la chambre du fond. La porte fermée, silencieuse, sans rien de visible qui la distingue de n'importe quelle autre porte ordinaire. Je ne sais pas ce que je cherchais. Peut-être une fermeture. Peut-être que je voulais juste la regarder de jour, avec de la lumière, avec mes outils à la main et le portail ouvert derrière moi, pour me dire que ce n'était que du bois et des charnières et une vieille serrure. Je l'ai regardé longtemps, et de l'autre côté, très doucement, presque inaudible, 3 coups sont arrivés, espacés, lents, comme une réponse. Je me suis retourné, suis descendu les escaliers, suis sorti de la maison et j'ai fermé le portail pour la dernière fois. Ce soir-là, à la pension, pendant que je faisais ma valise,
Madame Petra est apparue à la porte de ma chambre. « Tu as fini » a-t-elle demandé. « Je pars demain » ai-je dit. Madame Petra a hoché la tête. Puis elle a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. La sœur de Celestino m'a raconté une fois que quand il a fait le marché, la condition était que ce qui venait dans cette chambre pouvait rester tant que personne ne l'en sortait, et que la seule façon de l'en sortir était de lui offrir quelque chose en échange. Offrir quoi? C'est ce que personne n'a voulu découvrir, a dit Madame Petra. Et c'est pourquoi il est toujours là. Je suis parti de Cumana le lendemain. J'ai pris le premier bus disponible et je n'ai pas regardé en arrière quand le quartier est resté derrière entre les maisons et les palmiers de la côte. 7 ans se sont écoulés. Parfois, je pense à cette chambre, à ce qu'il y a à l'intérieur, immobile et patient, attendant que quelqu'un ouvre la porte et réponde à la voix. À combien de personnes sont passées par cette maison depuis sans savoir ce qu'il y a au bout du couloir? Je ne sais pas si Don Esteban a réussi à la louer. Je ne sais pas si quelqu'un y vit maintenant. Je n'ai pas cherché à le savoir parce qu'il y a des questions dont les réponses ne changent rien. Elles te pèsent juste davantage. Ce que je sais en revanche, c'est ceci. Dans les travaux que j'ai faits par la suite, dans les vieilles maisons avec des chambres fermées à clé, j'ai appris une règle que je maintiens sans exception. Si la porte est fermée à clé, je demande d'abord pourquoi. Et si la réponse soulève trop de doutes, ou trop de silence, ou le ton de quelqu'un qui sait plus qu'il ne le dit, je laisse la porte telle qu'elle. Tant que tu n'ouvres pas, il n'y a pas d'invitation. C'est tout ce qu'Andrés a voulu raconter. Il m'a écrit que depuis cette expérience, il a changé sa façon de travailler et qu'il a appris à lire les avertissements que les gens donnent sans les terminer. Cette compétence, dit-il, lui a évité plus d'un problème. Il y a des choses dans ce monde qui fonctionnent avec des règles très simples, et la plus importante de toutes semble toujours être la même. Ce que tu n'invites pas ne peut pas entrer. Merci à Andrés de partager cela. Si tu as aussi une histoire que tu gardes pour toi et que tu sens qu'elle mérite d'être entendue, écris-moi. Il y a de la place pour toutes. On se reparle bientôt. Prends soin de toi. Un de mes abonnés, de la chaîne, m'a partagé cette expérience il y a quelques jours, et depuis que je l'ai lu, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. Elle, a préféré rester anonyme, et je le respecte complètement. Si après avoir entendu cela, tu ressens que tu as vécu quelque chose de similaire, ou si tu connais un endroit qui ne devrait tout simplement pas exister, j'aimerais que tu le partages dans les commentaires. Parfois, les histoires les plus perturbantes sont celles qui n'apparaissent jamais sur aucune carte. Voici ce qui lui est arrivé elle, a décidé de prendre un raccourci sur une route qui n'était pas là où elle aurait dû être. Je suis conducteur de camion depuis 15 ans. J'ai parcouru pratiquement toute l'Amérique latine en transportant des marchandises, et je pensais connaître chaque route, chaque raccourci, chaque village perdu entre les montagnes. Je pensais qu'il n'y avait plus de surprises pour moi sur les routes. Je me suis trompé. Tout a commencé un jeudi d'octobre. Je devais livrer une cargaison d'électroménager dans une ville à 8 heures de route. Je suis parti tôt, vers 5 heures du matin, lorsque le ciel était encore sombre et les rues vides. Mon camion, un vieux Volvo qui m'avait accompagné pendant des années, ronronnait de manière fiable en laissant derrière lui les lumières de la ville. Les premières heures se sont déroulées sans incident. Musique à la radio, café dans la thermos, le paysage changeant progressivement d'urbain à rural. À 10 heures du matin, j'étais déjà sur une route de montagne, ces routes sinueuses où il faut réduire la vitesse à chaque virage et où le GPS perd parfois le signal pendant plusieurs minutes. C'est dans l'une de ces zones sans signal que j'ai vu la déviation. Il n'était pas marqué sur mon GPS. Il n'apparaissait sur aucune de mes cartes. Mais il était là. Un chemin asphalté qui se ramifiait de la route principale, s'enfonçant entre les arbres. Ce qui était curieux, c'était que l'asphalte semblait neuf. Impeccable, sans nid de poule, sans fissures, sans les marques d'usure que l'on attend sur les routes secondaires de montagne. Il y avait un panneau, en vieux bois, avec des lettres peintes à la main qui disaient « Aller-retour, 45 km de moins ». 45 km de moins signifiait économiser presque 1 heure, et j'avais un léger retard à cause d'une étape technique précédente. Sans trop réfléchir, je tournai le volant et pris la déviation. Les premières minutes furent agréables. La route était même meilleure que la route principale.
lisse, bien entretenue, avec des lignes jaunes parfaitement peintes au centre. Les arbres de chaque côté formaient un tunnel vert qui bloquait le soleil, créant une pénombre fraîche et tranquille. Mais quelque chose me dérangeait. Je ne pouvais pas identifier exactement quoi. Peut-être le silence. Même avec les fenêtres fermées et le moteur du camion rugissant, je pouvais sentir qu'il n'y avait pas de bruit dehors. Aucun oiseau, aucun insecte, aucun son de vent entre les feuilles. Je continuais à conduire. 5 kilomètres, 10, 15. La forêt ne changeait pas. Elle était exactement la même à chaque étape. Les mêmes grands arbres droits, la même lumière verdâtre filtrée, la même absence totale de vie sauvage. Je n'ai même pas vu un lapin traverser la route, ce qui était étrange car sur les routes de montagne, il y a toujours des animaux. À 20 kilomètres, j'ai vu le premier bâtiment. C'était une maison, petite, en bois, avec un toit en tuiles rouges. Elle était au bord de la route, avec un jardin avant qui semblait parfaitement entretenu. Des fleurs aux couleurs vives poussaient en lignes ordonnées. Un balancier pendait d'un arbre dans la cour, mais il n'y avait personne. J'ai ralenti en observant. Les fenêtres de la maison étaient fermées mais propres. La porte principale, peinte en bleu clair, semblait fraîchement vernissée. Il n'y avait pas de voiture dans le garage ni de linge étendu dans la cour. Aucun signe de vie, mais pas non plus d'abandon. J'ai continué. À 500 mètres plus loin, une autre maison est apparue, semblable à la première. Bien entretenue, vide, avec un jardin impeccable et un vélo d'enfant appuyé contre le mur, comme si quelqu'un venait de le laisser là. Et puis une autre maison, et encore une autre. Je commençais à sentir une boule au ventre. À 25 kilomètres du détour, la forêt s'est ouverte et un village entier est apparu devant moi. Il n'était pas grand. Peut-être 50 ou 60 maisons réparties de chaque côté de la route. Il y avait une place centrale avec une fontaine, une petite église avec un clocher blanc, une épicerie, une école, un parc pour enfants avec des balançoires qui se balançaient doucement, même s'il n'y avait pas de vent. Tout était absolument impeccable et absolument vide. Je m'ai arrêté le camion au milieu de la rue principale. J'ai coupé le moteur. Le silence qui a suivi était si dense que je pouvais le sentir appuyant contre mes oreilles. Je suis resté assis dans la cabine, les mains encore sur le volant, essayant de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas un village fantôme. Les villages fantômes sont délabrés, avec des fenêtres cassées et des mauvaises herbes poussant entre les fissures du trottoir. Cet endroit semblait habité, mais il n'y avait pas une seule personne. Aucune voiture garée, aucune lumière allumée dans aucune maison, aucun son de télévision ou de radio. Rien. J'ai regardé mon téléphone. Pas de signal, comme je m'y attendais. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. 11h34. Quelque chose dans mon instinct me criait de démarrer le camion et de partir immédiatement. Mais une autre partie de moi, la partie curieuse, avait besoin de comprendre ce qu'était cet endroit. J'ai ouvert la porte de la cabine et je suis descendu. L'air dehors était calme. Ni froid ni chaud. Neutre. Comme si la température n'existait pas. Mes bottes frappèrent le pavé avec un son qui résonna plus fort que d'habitude dans ce silence absolu. Je marchais vers la place centrale. Chaque pas résonnait. Je pouvais entendre ma propre respiration, le frottement de mes vêtements, le craquement des semelles de mes bottes. Mais rien d'autre. La fontaine au centre de la place avait de l'eau cristalline. Elle coulait, se déplaçait en cercle parfait. Je m'approchai et touchai l'eau de la main. Elle était glacée, réelle. Elle mouilla ma peau et je sentis le froid monter le long de mon bras. Je regardai autour de la place. Les bancs étaient propres, sans feuilles ni saleté. Les arbres plantés dans des jardinières en béton étaient parfaitement taillés. La pelouse du parc central était d'un vert vif et court, comme si quelqu'un l'avait coupé ce matin même. Mais il n'y avait personne. Je me suis dirigé vers l'épicerie. La porte était fermée mais pas à clé. Je l'ai poussée doucement et elle s'est ouverte, faisant sonner une petite cloche au-dessus du cadre. À l'intérieur, les étagères étaient entièrement approvisionnées. Des boîtes de nourriture, des paquets de biscuits, des bouteilles de soda. Tout était parfaitement organisé, avec les prix indiqués sur des étiquettes écrites à la main. Il y avait une vieille caisse enregistreuse sur le comptoir, fermée. Un calendrier sur le mur affichait le bon mois, octobre. Mais l'année sur le calendrier datait de 30 ans auparavant.
J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. Je suis sorti rapidement du magasin. La petite cloche a sonné à nouveau, trop fort dans ce silence antinaturel. J'ai décidé de vérifier l'église. Peut-être y trouverais-je des réponses, ou au moins une piste sur ce qui était arrivé aux gens de ce village. La porte de l'église était en bois lourd, sculptée de scènes bibliques. Elle était entr'ouverte. Je l'ai poussée complètement et suis entré. L'intérieur était frais et sentait la cire, bien qu'aucune bougie ne fût allumée. Les bancs en bois étaient alignés en rangées parfaites. L'autel au fond avait un Christ en croix, des fleurs fraîches de chaque côté et un livre ouvert qui semblait être une Bible. Je me suis promené dans le couloir central. Mes pas faisaient écho contre les murs en pierre. Je suis arrivé jusqu'à l'autel et j'ai regardé le livre. Ce n'était pas une Bible, c'était un registre. Un livre de noms, écrits à la main à l'encre noire. Page après page, des noms, des centaines d'entre eux, tous avec la même date à côté, le 17 octobre 1994. Je sentais mon cœur battre plus vite. C'était le 17 octobre, le même jour, mais 30 ans plus tard. Je tournais les pages avec des doigts tremblants. Chaque nom avait une brève annotation à côté. Maria Santos, accepté. José Ramirez, accepté. Carmen Lopez, accepté. Pedro Martinez, accepté. Page après page. Tous avaient accepté. Accepté quoi? Je continuais à vérifier jusqu'à ce que j'arrive aux dernières entrées. Là, le motif changeait. Ana Ruiz, rejeté. Miguel Torres, rejeté. Isabel Mendoza, rejeté. Seulement 3 noms. 3 personnes qui avaient rejeté ce qui leur avait été offert. Et à côté de ces 3 noms, écrites à l'encre rouge, il y avait 3 mots qui glacèrent mon sang. Reste avec nous. Je fermai le livre d'un coup. Le son résonna dans toute l'église comme un tonnerre. Je devais partir d'ici. Je devais retourner à mon camion et quitter cet endroit immédiatement. Je suis sorti en courant de l'église. Le soleil était toujours caché derrière des nuages bas que je ne me souvenais pas avoir vus auparavant. La lumière était grise, plate, sans ombre définie. Je courus vers l'endroit où j'avais laissé mon camion, dans la rue principale en face de la place. Il n'était pas là. Je me suis arrêté brusquement, haletant, regardant l'espace vide où j'avais stationné il y a à peine 10 minutes. Le camion avait disparu. Il n'y avait aucune trace de pneu, aucun signe qu'il ait été là. La panique a commencé à m'envahir. « Salut !» ai-je crié. Ma voix a rebondi entre les bâtiments vides. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Rien. Juste l'écho de mes propres mots qui s'estompaient dans l'air calme. Je me suis mis à marcher rapidement dans la rue principale, cherchant mon camion, cherchant une explication. Je suis passé devant l'école. Les fenêtres montraient des salles de classe entièrement équipées, des tableaux avec des devoirs écrits, des pupitres ordonnés, des sacs à dos suspendus au dossier des chaises, comme si les élèves avaient disparu en plein cours. Je suis passé devant un restaurant. À travers la fenêtre, je pouvais voir des tables dressées avec des couverts et des assiettes. Des verres remplis d'eau. De la nourriture dans les assiettes, comme si quelqu'un s'apprêtait à manger, et s'était simplement évaporé. Cet endroit n'était pas abandonné. Il était figé, suspendu au moment précis où quelque chose s'était produit. J'ai continué à marcher jusqu'à la fin du village. Là, le chemin poursuivait son chemin dans la forêt. Une pancarte en bois peinte à la main disait « Sortie, 20 km ». Je n'avais pas le choix. Mon camion avait disparu. Je ne pouvais pas revenir par où j'étais venu sans véhicule. Je devais continuer et faire confiance que cette route me ramènerait quelque part de réel, quelque part qui existait sur les cartes. J'ai commencé à marcher. La forêt autour du chemin était identique à celle que j'avais traversée dans le camion. Des arbres parfaitement droits, une lumière verdâtre, un silence absolu. Mais maintenant que j'y allais à pied, je pouvais remarquer des détails que je n'avais pas vus depuis la cabine. Les arbres n'avaient pas d'écorce, ou mieux dit, ce qui semblait être de l'écorce de loin, de près révélait être quelque chose de plus. Une surface lisse, sans texture, comme si c'était des colonnes peintes pour ressembler à des arbres mais sans en être vraiment. Je me suis approché d'un et je l'ai touché. Il était froid, dur, pas comme du bois, comme de la pierre, ou comme quelque chose que je n'avais jamais touché auparavant. J'ai rapidement retiré ma main et j'ai continué à marcher. Après ce que j'ai ressenti comme 1 heure, bien que ma montre indiquait toujours 11h34, j'ai entendu quelque chose. Des pas, derrière moi. Je me suis arrêté. Les pas se sont arrêtés aussi. Je me suis tourné lentement. Il n'y avait personne sur le chemin.
Juste la ligne droite d'asphalte parfait disparaissant entre les arbres faux. J'ai attendu. J'ai retenu mon souffle. Les pas recommencèrent, plus proches maintenant, définitivement derrière moi. Mais quand je regardais, il n'y avait rien de visible. Je me mis à marcher plus vite. Les pas me suivaient, maintenant le même rythme, comme un écho déformé de mes propres mouvements. Je courus, les pas coururent aussi, plus vite, plus proche. Je pouvais sentir quelque chose s'approcher, même si je ne pouvais pas le voir. Une présence, une intention. Devant, entre les arbres, apparut une silhouette. Elle était humaine, ou du moins elle en avait l'apparence. Elle se tenait au milieu du chemin, complètement immobile, m'observant. Je m'arrêtais haletant à cause de l'effort de courir. La figura no se movió. Era una mujer. Vestía un vestido simple, de color azul claro. Su cabello largo caía sobre sus hombros. Su rostro no tenía rasgos. No había ojos. No había nariz. No había boca. Solo una superficie lisa donde debería haber un rostro. Retrocedí un paso. La figura inclinó la cabeza hacia un lado. Un gesto curiosamente humano viniendo de algo tan obviamente inhumano. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz salió como un susurro ronco. La figura no respondió. No tenía boca con la cual responder. Pero entonces escuché una voz. No venía de ella. Venía de todas partes a la vez. Del aire mismo. Un visitante, dijo la voz. Era femenina pero extraña, como múltiples voces hablando al unísono con un ligero desfase. Hace mucho que no tenemos visitantes. ¿Dónde estoy?, pregunté. ¿Qué es este lugar? Hogar, respondió la voz. Era un hogar, para muchos, pero hicieron una elección, y las elecciones tienen consecuencias. La figure sans visage commença à marcher vers moi, lentement. Ses pieds ne faisaient pas de bruit en touchant l'asphalte. Ceux qui ont accepté, poursuivit la voix, sont partis ailleurs, un endroit meilleur, nous ont-ils promis. Un endroit où il n'y aurait jamais de souffrance ni de douleur. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était partir, tout abandonner, le laisser derrière. Je me suis forcé à ne pas reculer davantage, à rester ferme même si chaque instinct dans mon corps me criait de fuir. Et ceux qui n'ont pas accepté, demandai-je, en me rappelant les 3 noms dans le livre de l'église. La figure s'arrêta à quelques mètres de moi. Elle pencha la tête de l'autre côté. Ceux qui n'ont pas accepté, dit la voix, maintenant plus proche, plus intime, comme si elle murmurait directement à mon oreille, sont restés. Mais ils ne pouvaient pas rester seuls. Alors, nous leur avons offert une compagnie. Nous leur avons donné un village entier, parfait, immuable, éternel. Cet endroit, expliqua la voix, est la mémoire. C'est l'écho de ce qui a été. Ceux qui ont rejeté l'offre ne voulaient non pas quitter leur foyer. Ainsi, leur foyer ne les a jamais quittés. Ils restent ici, pris au piège dans le dernier instant avant que le reste ne parte. Et ils restent aussi, veillant, attendant, maintenant tout exactement comme il était. Où sont-ils? Demandai-je. Où sont ces 3 personnes? La silhouette sans visage leva un bras et pointa vers l'arrière, vers le village. Ils ne sont jamais partis, dit la voix. Ils sont dans leur maison, à l'église, à l'école, marchant dans les rues qu'ils aimaient, mais ils ne sont plus comme toi. Ils ne sont plus comme ils étaient. Ils font partie du lieu maintenant, inséparables de lui. Je sentis mes jambes trembler. Et moi, demandai-je, qu'est-ce qui va m'arriver? La silhouette abaissa le bras, inclina la tête en avant, comme si elle m'étudiait alors qu'elle n'avait pas Dieu pour voir. Tu as pris le détour, dit la voix. Tu as choisi de venir ici. Tous les 30 ans, à cette date précise, le chemin apparaît. C'est une invitation, une opportunité pour quelqu'un de nouveau de découvrir cet endroit. Et quand ils le font, on leur pose une question. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Quelle question? Chuchai. La silhouette sans visage fit un pas de plus vers moi, et un autre, jusqu'à ce qu'elle soit si proche que je pourrais la toucher. La voix, maintenant directement dans ma tête, demanda « Acceptes-tu de rester ?» Le monde autour de moi changea. Je n'étais plus sur le chemin de la forêt. J'étais de retour au village. Mais le village avait changé. Il y avait maintenant des gens. Des dizaines de personnes marchaient dans les rues, faisaient leurs courses dans les magasins, assises sur les bancs de la place. Des enfants jouaient dans le parc. Tout semblait normal, vivant, réel. Mais quand je regardais de plus près,
Je pouvais voir que quelque chose n'allait pas avec toutes ces personnes. Elles bougeaient légèrement désynchronisées, comme des acteurs suivant un script mais oubliant leurs lignes de temps en temps. Leurs visages changeaient subtilement quand on ne les regardait pas directement, révélant pendant une seconde cette même surface lisse et sans traits avant de revenir à la normale. « Tu peux rester », offrit la voix. « Tu peux vivre ici, en paix, en perfection. Tu ne vieillirais jamais, tu ne souffrirais jamais, tu n'aurais jamais à t'inquiéter de rien. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter, c'est-à-dire dire oui. » C'était tentant, terriblement tentant. Une partie de moi, celle fatiguée de conduire pendant des heures, de travailler jusqu'à l'épuisement, de m'inquiéter pour l'argent, les délais et les livraisons, voulait dire oui. Mais alors je me suis souvenu des noms dans le livre, les 3 qui ont refusé. Ils restent avec nous, pas comme des invités, comme des prisonniers. Et si je dis non, demandai-je. La voix garda le silence un instant. Le peuple autour de moi se figea. Les gens cessèrent de bouger. Les enfants restèrent suspendus dans l'air au milieu de leur seau. Tout s'arrêta sauf moi et la silhouette sans visage devant moi. « Si tu dis non, » répondit enfin la voix, « tu dois partir, et tu ne pourras jamais revenir, et tu ne pourras jamais parler de cet endroit, parce que si tu le fais, si tu essaies de guider d'autres ici, si tu essaies d'exposer ce que nous sommes, alors tu rompras l'accord, et nous viendrons te chercher, peu importe où tu es. Peu importe combien de temps cela prendra, finalement, nous viendrons. » J'avalis ma salive. Ma gorge était sèche. « Quelle est ta réponse ?» demanda la voix. Je regardais autour du village figé. Je regardais les visages sans expression des personnes qui n'étaient pas des personnes. Je regardais la perfection artificielle de chaque bâtiment, chaque arbre, chaque détail méticuleusement maintenu dans un état de conservation impossible. Et je me souvins de mon camion, de ma vie, de mon monde réel, avec toutes ses imperfections et ses difficultés. « Non, » dis-je fermement, « je n'accepte pas, je veux partir. » Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis, le peuple a commencé à disparaître. Pas d'un coup, progressivement, comme une photographie exposée trop longtemps au soleil. Les couleurs sont devenues plus pâles, les bâtiments plus translucides. Les personnes figées sont devenues comme des fantômes avant de disparaître complètement. La silhouette sans visage a été la dernière à partir. Elle est restée là, m'observant avec sa tête inclinée, jusqu'à ce qu'elle aussi se dissolve dans l'air comme de la fumée. Et puis j'étais de retour sur la route, seul, entouré d'arbres réels avec une écorce véritable et des feuilles qui murmuraient avec le vent réel. Devant, je pouvais voir la lumière, la vraie lumière du soleil, la sortie de la forêt. Je courus vers elle. Quand j'ai émergé entre les arbres, j'ai failli pleurer de soulagement. J'étais de retour sur la route principale, la même route de montagne que je parcourais ce matin-là. Et là, garé sur la bande d'arrêt d'urgence à une centaine de mètres, se trouvait mon camion. Je courus vers lui. La porte était déverrouillée. Les clés étaient dans le contact. Tout était exactement comme je l'avais laissé, sauf qu'il y avait maintenant une fine couche de poussière sur le tableau de bord, comme si le camion était resté là pendant des jours. Je démarrai le moteur. Le Volvo prit vie avec son rugissement familier et réconfortant. Je regardais l'horloge du tableau de bord. 16h37. Plus de 5 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais pris le détour. Mais pour moi, cela avait semblé beaucoup moins, ou peut-être beaucoup plus. Le temps dans cet endroit ne fonctionnait pas normalement. Je conduisis sans m'arrêter jusqu'à ma destination. J'ai livré la cargaison en retard, inventé une excuse sur des problèmes mécaniques et me suis enregistré dans un hôtel bon marché pour passer la nuit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la silhouette sans visage. J'entendais la voix m'offrant de rester dans ce village parfait et mort. Le lendemain matin, j'ai cherché sur Internet. J'ai enquêté sur des villages disparus dans cette région. J'ai trouvé quelque chose. Il y avait une fois un village. Il s'appelait San Isidro del Valle. En octobre 1994, tous ses habitants ont disparu en une seule nuit. Ils sont simplement partis. Ils ont laissé leur maison, leurs biens, tout. Lorsque les autorités sont arrivées quelques jours plus tard, elles ont trouvé le village complètement intact mais vide. Les enquêtes n'ont rien donné. Il n'y avait aucun signe de violence. Il n'y avait aucune preuve d'une évacuation planifiée. Les gens avaient simplement disparu. Avec le temps, l'affaire a été classée sans solution.
On a supposé qu'il s'agissait d'un type de suicide collectif ou que tout le monde avait fui pour des raisons inconnues, mais je connaissais la vérité. Ils avaient accepté une offre, une promesse de quelque chose de mieux, et ils étaient donc partis vers un endroit que je ne pouvais ni suivre ni imaginer. Tous sauf 3 personnes, Ana Ruiz, Miguel Torres et Isabel Mendoza. Ceux qui avaient dit non, ceux qui avaient préféré rester chez eux, peu importe le prix, et maintenant, ce foyer les maintenait prisonniers, piégés dans une écho éternelle du dernier instant, avant que tous les autres ne partent. Cela fait 2 mois depuis. Je suis retourné plusieurs fois sur cette route de montagne pour faire des livraisons dans la région. Chaque fois que je passe là où le détour devrait être, je regarde attentivement. Il n'y a rien. Juste une forêt dense de chaque côté de la route. Pas de chemin secondaire. Pas de panneau promettant un raccourci. Rien qui suggère qu'il y ait jamais eu une entrée à cet endroit. Mais je sais qu'il reviendra. Dans 30 ans, le 17 octobre, la route apparaîtra à nouveau, et un autre conducteur fatigué cherchant à gagner du temps prendra ce détour, et on lui posera la même question qu'à moi. Parfois, je me demande ce qui aurait pu arriver si j'avais dit oui, si je marcherais maintenant dans ces rues parfaites, entourées de simulacres de personnes, vivant dans une perfection artificielle mais sans douleur ni problème. Parfois, je me demande ce qu'il reste des 3 qui sont restés, s'ils sont toujours conscients là-dedans, s'ils savent ce qu'ils sont maintenant, s'ils souffrent dans leur prison de perfection, ou s'ils ont oublié ce qu'était être humain depuis si longtemps que cela n'a plus d'importance. Je n'ai pas de réponse, je n'ai que ceci, la certitude absolue qu'il existe des endroits dans ce monde qui ne devraient pas exister, des endroits piégés entre ce qu'ils ont été et ce qu'ils auraient pu être, des endroits qui attendent patiemment que quelqu'un prenne le mauvais chemin. Et quand ils le feront, quand cette déviation apparaîtra devant eux en promettant un raccourci et du temps économisé, j'espère qu'ils se souviendront de quelque chose d'important. Certains raccourcis ne vous mènent pas là où vous voulez aller. Ils vous mènent là où quelque chose d'autre veut que vous soyez. Et une fois que vous y arrivez, en sortir demande plus que simplement dire non. Cela demande d'être prêt à porter la connaissance de cet endroit pour le reste de votre vie. Cela demande de vivre en sachant qu'il existe, qu'il attend, et qu'il reviendra éventuellement. Chaque fois que je conduis de nuit maintenant, je vérifie mes cartes obsessionnellement. Je m'assure de connaître chaque tronçon de chaque itinéraire. Je ne fais pas confiance aux raccourcis. Je ne fais pas confiance aux détours non marqués. Et chaque 17 octobre, peu importe où je suis, je m'assure d'être quelque part en sécurité, entouré de gens, loin de toute route isolée de montagne, parce que je sais que le village est toujours là, quelque part entre le réel et l'impossible, en attente, préservant sa perfection. Et les 3 qui ont dit non continuent de marcher dans leur rue vide, purgant leur condamnation à l'éternité dans l'endroit qu'ils aimaient trop pour le laisser partir. Parfois, dans mes cauchemars, je vois la silhouette sans visage debout au bord de la route, me regardant passer, inclinaison de la tête dans ce geste curieusement humain, et j'entends la voix chuchotant dans mon esprit. Tu reviendras. Finalement, tous reviennent, mais je refuse d'y croire. Je refuse d'accepter que cet endroit ait un quelconque pouvoir sur moi, au-delà de la peur qu'il m'inspire. Je continue à conduire, je continue à travailler, je continue à vivre ma vie imparfaite dans mon monde imparfait. Et chaque nuit, avant de dormir, je me répète la même chose, j'ai dit non. J'ai choisi de partir, et je suis libre. Même si parfois, dans l'obscurité juste avant l'aube, lorsque le monde est plus calme et le silence plus profond, je me demande si cela est vraiment vrai, ou si une partie de moi est restée dans ce village, en attendant, en observant, en comptant les jours jusqu'au prochain 17 octobre, lorsque le cycle recommencera. Voici comment se termine le récit que j'ai reçu. La personne qui me l'a envoyé dit qu'elle n'a plus jamais pris de détour non indiqué clairement sur des cartes officielles. Si tu as déjà vu un détour qui ne devrait pas être là, ou si tu as visité un endroit qui semblait exister hors du temps normal, j'aimerais connaître ton expérience. Laisse-la dans les commentaires. Parfois, partager ces histoires nous aide à traiter l'inexplicable. Conduis prudemment, et rappelle-toi que tous les chemins ne mènent pas là où nous croyons. À bientôt. Cette histoire m'a été envoyée par Sébastien, un suiveur de l'Équateur qui a travaillé pendant des années comme chauffeur de taxi de nuit à Quito. Si vous avez également une expérience que vous souhaitez que je raconte sur la chaîne, laissez-la dans les commentaires ou écrivez-moi directement.
J'adore lire ce que les gens partagent. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Sébastien une nuit d'octobre, lorsqu'il a pris en charge une passagère qui changerait sa vie pour toujours. C'est l'une de ces histoires qui vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la mort et ce qui vient après. Je m'appelle Sébastien, j'ai 42 ans, et pendant 15 ans, j'ai conduit un taxi à Quito. Je travaillais le service de nuit parce que cela payait mieux. Et de plus, j'ai toujours aimé le calme des rues vides, sous les lumières oranges des lampadaires. La nuit a quelque chose de spécial dans cette ville, surtout quand vous montez dans les montagnes et que vous voyez toute la ville s'étendre en bas comme un manteau d'étoiles inversé. Ce que je vais raconter s'est produit il y a exactement 3 ans, mais je m'en souviens avec une clarté qui m'effraie. Chaque détail, chaque mot, chaque sensation. Je n'ai pas conduit de nuit depuis. Ma femme dit que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée, que cette expérience m'a sauvé de quelque chose de pire. Je ne suis pas si sûr. C'était le 28 octobre 2022, un jeudi. Je le sais parce que c'était l'anniversaire de ma fille cadette et j'avais promis de l'emmener dîner vendredi. Donc j'avais besoin de faire de bonnes courses cette nuit-là pour avoir de l'argent supplémentaire. Le temps était étrange, même pour Quito, où le climat est toujours imprévisible. Il y avait du brouillard, quelque chose d'inhabituel pour cette période de l'année, et la température avait baissé plus que d'habitude. Je me souviens avoir allumé le chauffage du taxi à peine sorti de chez moi. Il était 2h40 du matin quand j'ai reçu l'appel. Je travaillais pour une coopérative de taxi, je n'utilisais pas d'application. Nous étions encore des vieux, ceux qui préféraient la radio et le répartiteur. La voix de Don Mario, notre répartiteur de service, a résonné à la radio avec ce ton fatigué qu'il avait à cette heure-là. « Sébastien, tu reçois ? J'ai une course pour toi. » J'ai pris la radio. « Reçu, Don Mario. Dites-moi. » Course dans le quartier de San Juan, rue Andalucia, avec Versal. Une dame a demandé un taxi pour aller au cimetière du Battant. Cela m'a semblé étrange immédiatement. Qui va au cimetière à 3 heures du matin? Mais ce n'était pas la première bizarrerie que je voyais en 15 ans de taxi de nuit. J'avais emmené des gens dans des endroits beaucoup plus étranges, à des heures plus étranges. Reçu, j'y vais. San Juan est un vieux quartier de Quito, avec des rues étroites et des maisons coloniales qui semblent se pencher sur vous lorsque vous passez. La brume y était plus dense, enroulée entre les bâtiments comme des serpents blancs. Les lumières des rues peinaient à percer ce rideau gris. J'ai trouvé l'adresse sans problème. C'était une maison à 2 étages, peinte d'un jaune qui, à la lumière de mon taxi, semblait presque maladif. Toutes les fenêtres étaient obscures. J'ai klaxonné doucement, 2 fois, comme je le faisais toujours. Presque immédiatement, la porte principale s'est ouverte. La femme qui est sortie avait environ 65 ans, peut-être 70. Il était difficile de calculer avec précision dans la lumière tamisée. Elle était entièrement vêtue de noir, un long manteau noir, une écharpe noire, même les gants étaient noirs. Elle avait les cheveux relevés en un chignon serré. Son visage était pâle, très pâle, mais cela pouvait être dû à la brume ou à la lumière. Elle tenait un grand bouquet de fleurs blanches, des lys m'ont semblé, bien que je ne sois pas sûr. J'ai ouvert la porte arrière automatiquement depuis mon tableau de bord. Elle est montée sans dire un mot, fermant la porte avec un soin presque cérémonial. L'odeur de lys a immédiatement envahi le taxi, mélangé à quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'ai pas pu identifier à ce moment-là. Quelque chose de sucré mais désagréable, comme un parfum rance. « Bonsoir, madame », dis-je en la regardant dans le rétroviseur. « Au cimetière du Batton ?» Elle hocha la tête sans parler, ses yeux fixés sur quelque chose au-delà de la fenêtre. Ses lèvres étaient serrées en une fine ligne. Je mis le taxi en marche et commençai à conduire. Le cimetière du Battant est au nord de la ville, un trajet d'environ 25 minutes depuis San Juan à 7 heures sans circulation. L'itinéraire me conduirait par l'avenue occidentale, montant par les collines. Pendant les 10 premières minutes, elle ne parla pas. J'ai allumé la radio à faible volume comme je le faisais toujours, une station qui passait de vieux boléros. La musique remplissait le silence inconfortable, mais je pouvais sentir son regard dans le rétroviseur, même si chaque fois que je regardais, elle regardait par la fenêtre. C'est quand nous passions par le tunnel de San Juan qu'elle parla pour la première fois. « Vous croyez aux fantômes, jeune homme ?» Sa voix était douce mais avait un poids étrange, comme si chaque mot portait des années de fardeau. La question m'a pris par surprise. Je ne sais pas, madame. Je n'en ai jamais vu un. Nous en avons tous vu un, dit-elle, et il y avait quelque chose dans son ton qui me fit frissonner. C'est juste que nous ne nous en rendons pas tous compte sur le moment.
Je ne savais pas quoi répondre à cela. Je continuais à conduire, mais j'étais maintenant plus conscient de sa présence sur le siège arrière. Je pouvais entendre sa respiration, lente et profonde. « Savez-vous pourquoi je vais au cimetière à cette heure-ci » demanda-t-elle. « Non, madame. Parce que c'est la seule heure où je peux le voir. » Je déglutis. « Voir qui ?»« Mon fils. » Il y eut un long silence. La radio continuait avec ses boléros. Preciosa de Pérez Prado jouait doucement. Je réalisais que mes mains agrippaient le volant plus fort que nécessaire. Mon fils est mort il y a exactement 10 ans aujourd'hui, continua-t-elle. 28 octobre. Il avait 25 ans. Il s'appelait Ricardo. Je suis vraiment désolé, madame. Ne le sentez pas. Il va bien. Mieux que bien. Mais il me manque, vous savez. Et il me manque à lui. C'est pourquoi nous nous rencontrons une fois par an, à cette heure exacte, sur sa tombe. Le froid dans ma colonne vertébrale s'intensifia. Vous vous rencontrez? Oui, jeune homme. Il vient, et nous parlons, comme nous le faisions quand il était vivant. Il me raconte des choses de l'autre côté. Il me dit de ne pas avoir peur. Il me dit que quand ce sera mon heure, il sera là pour m'accueillir. Je regardais dans le rétroviseur. Elle continuait à regarder par la fenêtre, le bouquet de lys sur ses genoux, ses mains gantées les tenant délicatement. Et vous le voyez? Je veux dire, vous le voyez vraiment? Aussi clairement que je vous vois maintenant, jeune homme. Ce n'était pas une réponse qui me rassurait. J'essayais de me concentrer sur la route. Nous étions sortis du tunnel et maintenant nous montions par l'occidental. Le brouillard était si dense que je pouvais à peine voir à 20 mètres devant. Puis-je vous poser une question, madame? Bien sûr. Pourquoi à 3 heures du matin? Pourquoi pas pendant la journée? Elle a laissé échapper quelque chose qui ressemblait à un rire, mais sans humour. Parce que les morts ne marchent pas au soleil, jeune homme. Ils ont leurs heures, comme tout le monde. L'heure des morts est entre 3 et 4 heures du matin. L'heure du loup, certains l'appellent. Quand le voile entre les mondes est plus mince. Mes mains transpiraient maintenant malgré le froid. Et elle y va toujours seule. Toujours. Ricardo ne se montre pas s'il y a d'autres personnes. Il est timide, même mort. Il a toujours été un enfant timide. Nous sommes arrivés à une partie de l'avenue où les lumières étaient éteintes ou cassées. J'ai conduit presque à l'aveugle, me guidant seulement par les lignes blanches du pavé à peine visibles dans le brouillard. « Avez-vous des enfants, jeune homme ?» demanda-t-elle soudainement. « Oui, madame, 3, 2 filles et un garçon. Aimez-les beaucoup, chaque jour. On ne sait jamais quand ce sera la dernière fois. Je le fais, madame, je le fais. Bien, c'est bien. » Plusieurs minutes s'écoulèrent en silence. Nous étions déjà près du cimetière. Je pouvais voir les grilles noires émerger de la brume au loin. L'endroit était complètement sombre, bien sûr, fermé, mais cela ne semblait pas déranger ma passagère. « Arrêtez ici », dit-elle lorsque nous étions à environ 50 mètres de l'entrée principale. « Ici? Vous ne voulez pas que je vous rapproche plus de la porte? »« Non, ici ça va. » J'ai arrêté le taxi. J'ai regardé le taximètre. 8,50 $. Elle a sorti un billet de 20 de son sac noir. « Gardez la monnaie, dit-elle. Madame, c'est trop. » Peu importe, l'argent ne signifie plus rien pour moi. Bientôt, je n'en aurai absolument plus besoin. Cette phrase m'a glacé le sang. La façon dont elle l'a dit, si naturelle, si résignée. Madame, elle a ouvert la porte mais n'est pas immédiatement sortie. Elle est restée là assise, regardant vers le cimetière enveloppé de brouillard. « Puis-je vous demander un service, jeune homme ?»« Bien sûr, madame. Attendez-moi, juste 1 heure. Quand j'aurai fini de parler avec Ricardo, j'aurai besoin que vous me rameniez chez moi. » J'ai regardé ma montre. Il était 3h12 du matin. « Vous voulez que je vous attende ici 1 heure ? Oui, je vous paierai ce qui est juste, s'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de suppliant mais aussi d'urgent. J'ai hoché la tête avant d'y réfléchir à 2 fois. « D'accord, madame, je vous attends. » Elle a souri pour la première fois. C'était un sourire triste, plein de vieille douleur. « Merci, jeune homme, vous êtes très aimable. » Elle sortit du taxi avec le bouquet de fleurs, fermant la porte doucement. Je l'ai vue marcher vers les grilles du cimetière. J'espérais qu'elle s'arrête là, bloquée par les portes fermées à clé et avec des cadenas. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle marcha directement vers les grilles, et je jure devant Dieu et mes enfants qu'elle traversa les grilles comme si c'était de l'air. Elle ne grimpa pas dessus, ne chercha pas une entrée alternative. Elle marcha simplement à travers le métal solide comme s'il n'existait pas. Je me frottais les yeux.
Je devais être fatigué. Ça devait être le brouillard jouant des tours à ma vision. Mais quand je regardais à nouveau, elle avait déjà complètement disparu dans l'obscurité du cimetière. Mon cœur battait fort. Je pris mon téléphone avec des mains tremblantes. J'appelai Don Mario à la centrale. Don Mario, c'est Sébastien. Que s'est-il passé, Mijo? Tu as déjà quitté la course? Don Mario, la dame qui m'a envoyé, qui a demandé le taxi, elle a appelé directement? Oui, elle a appelé. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Comment ça sonnait? Ça vous a semblé normal? Eh bien oui, normal. Une dame âgée. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aller au cimetière. Je lui ai demandé si elle était sûre de l'heure, et elle a dit que oui, que c'était urgent. Que se passe-t-il, Sébastien? Non, je ne sais pas, Don Mario. C'est juste que, elle vient de traverser les grilles du cimetière. Il y eut un silence de l'autre côté. Quoi? Je l'ai vue, Don Mario. Elle a marché directement à travers les grilles fermées. Sébastien, ça va? Tu n'aurais pas bu? Non, Don Mario. Je suis complètement sobre. Je te jure que j'ai vu ce que j'ai vu. Mon fils, le brouillard joue de mauvais tours. Peut-être qu'elle a grimpé par un côté et tu n'as pas bien vu. Calme-toi. Je voulais le croire. Mon Dieu, je voulais le croire. Elle m'a demandé de l'attendre 1 heure. Et tu vas attendre? Je regardais vers le cimetière. La brume tourbillonnait autour des tombes visibles depuis la rue. On n'entendait ni ne voyait rien d'autre. Oui, je lui ai dit oui. Eh bien, mon fils, tu sais ce que tu fais. Mais si tu te sens bizarre, tu pars et c'est tout. Ça ne vaut pas la peine. Oui, monsieur Mario, merci. J'ai raccroché et je suis resté assis là, le moteur du taxi en marche, le chauffage fonctionnant. J'ai mis la musique plus fort, essayant de calmer mes nerfs. Mais chaque chanson qui passait semblait plus lugubre que la précédente. J'ai éteint la radio. Le silence était pire. Je pouvais entendre ma propre respiration, le léger sifflement du vent à l'extérieur du taxi, le tic-tac du moteur, et, de temps en temps, quelque chose d'autre. Des sons venant du cimetière. Je ne pouvais pas être sûr de ce que c'était. Des pas, des murmures, ou juste mon imagination qui travaillait des heures supplémentaires. Je regardais mon téléphone. 3h28 du matin. 16 minutes s'étaient écoulées, et cela semblait une éternité. J'essayais de me distraire en regardant Facebook sur mon téléphone, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mes yeux revenaient sans cesse au cimetière, espérant voir quelque chose, n'importe quoi. 3h42, 3h58, 4h11, 1 heure était déjà passée. Elle avait dit 1 heure. Où était-elle? 4h22. Je commençais à m'inquiéter. Et si quelque chose lui était arrivé? Et si elle était tombée dans l'obscurité? C'était une femme âgée. Mais comment allait-elle entrer dans le cimetière? Les grilles étaient fermées. Et j'avais vu... Non, je n'avais rien vu. Le brouillard, la fatigue. C'était tout. 4h35. Je décidai de lui donner 5 minutes de plus et ensuite je partirais. C'était ridicule. J'avais attendu presque 1h30, puis je la vis. Une silhouette marchant vers le taxi depuis la direction du cimetière. Pendant un instant, mon cœur s'est arrêté car je n'étais pas sûr que ce soit elle. Mais en m'approchant, j'ai reconnu le manteau noir, sa façon de marcher. C'était elle. Sans le bouquet de fleurs maintenant, elle a traversé les grilles à nouveau. Cette fois, je l'ai vue clairement. Elle n'a pas grimpé. Elle n'a pas cherché une ouverture. Elle est simplement passée à travers le métal comme si c'était de la fumée. Je suis resté paralysé sur le siège du conducteur. Elle est arrivée au taxi et a tapoté doucement sur la vitre arrière. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert la porte arrière depuis le panneau de contrôle. Elle est montée avec la même délicatesse qu'elle avait en sortant. Elle s'est assise au même endroit. Elle a fermé la porte. « Merci d'avoir attendu, jeune homme », dit-elle d'une voix fatiguée. « Je suis désolé d'avoir mis plus de temps que prévu. Ricardo avait beaucoup à me raconter aujourd'hui. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était complètement sèche. Pourriez-vous me ramener chez moi maintenant, s'il vous plaît ?» J'ai hoché la tête mécaniquement. J'ai mis le taxi en marche. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le volant. J'ai conduit de retour par le même chemin, descendant par l'occidental. Elle était de nouveau silencieuse, regardant par la fenêtre. Le ciel commençait à s'éclaircir très légèrement à l'est. L'aube approchait. « Vous avez parlé avec lui ?» Les mots sortirent de ma bouche avant que je puisse les arrêter. « Oui », dit-elle simplement. « Et
Et comment va-t-il? Heureux. Il me dit qu'il est heureux, que l'autre côté est beau, qu'il n'y a pas de douleur là-bas. C'est bien. Oui, ça me donne la paix de le savoir. Nous sommes arrivés à San Juan plus vite que je ne l'attendais. Les rues restaient désertes. La brume commençait à se dissiper un peu, préparée devant chez elle. Les fenêtres restaient sombres. J'ai regardé le taximètre, mais elle était déjà en train de sortir un autre billet de 20. Non, madame, vous m'avez déjà trop payé avant. Prenez-le. Pour votre patience, pour votre gentillesse. Peu de gens auraient attendu. J'ai pris l'argent avec des doigts engourdis. Elle a ouvert la porte, mais, comme avant, elle n'est pas sortie immédiatement. Elle est restée assise là. Puis-je vous demander quelque chose, jeune homme? Oui, madame. Que voyez-vous quand j'ai traversé les grilles? Que voyez-vous exactement? Ma bouche s'est ouverte et s'est refermée. Je ne savais pas quoi dire. Elle s'est retournée pour me regarder directement pour la première fois depuis qu'elle était montée. Ses yeux étaient sombres, très sombres, et il y avait quelque chose en eux qui n'était pas tout à fait humain. Vous avez vu la vérité, dit-elle doucement. Vous avez vu que certaines d'entre nous ne sommes plus complètement ici, que certaines d'entre nous vont et viennent entre les mondes depuis si longtemps que nous ne savons plus vraiment à lequel nous appartenons. Non, je ne comprends pas. Saviez-vous combien de temps je rends visite à Ricardo chaque 28 octobre? Je secouai la tête. 10 ans, depuis la nuit où il est mort. Cette première nuit, je suis allé à l'hôpital où il a été déclaré mort. Puis je suis allé au cimetière quand il a été enterré le lendemain. Et chaque année, le 28 octobre, à 3 heures du matin, je vais sur sa tombe. Chaque année. C'est de la dévotion, madame. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce de l'obsession? Ou est-ce que je ne peux plus le laisser partir parce qu'une partie de moi est morte avec lui? Je ne savais pas quoi répondre. Chaque année qui passe, je me sens un peu moins réel, jeune, un peu plus comme lui, un peu plus de l'autre côté. Et une nuit pas très lointaine, je franchirai ces grilles et je ne sortirai plus. Je resterai là avec Ricardo, là où j'aurais toujours dû être. Les larmes coulaient sur mes joues maintenant. Je ne sais pas pourquoi je pleurais. Pour elle, pour Ricardo, pour la tristesse absolue de tout. Mais aujourd'hui n'est pas cette nuit, continua-t-elle. Sa voix maintenant à peine un murmure. Aujourd'hui je dois encore revenir. Je dois encore faire semblant d'appartenir à ce monde, pour une année de plus. Madame, merci de m'avoir amené, jeune homme, et merci de ne pas avoir fui quand vous avez vu la vérité. La plupart seraient repartis. Elle sortit du taxi. Cette fois, je la vis marcher vers sa porte. Je la vis ouvrir avec une clé. Je la vis entrer. Et puis, pendant que je regardais, les lumières de la maison ne s'allumèrent jamais. La porte se ferma et tout devint sombre et silencieux comme si personne n'était entré. J'ai pris un taxi et conduit chez moi aussi vite que je pouvais sans dépasser la limite de vitesse. Quand je suis arrivé, il était 5h30 du matin. Ma femme était réveillée, préparant du café. « Tu arrives tôt », dit-elle. Je ne me sentais pas bien. J'ai décidé de finir mon service plus tôt. Elle m'a regardé avec inquiétude. « Ça va? Tu as l'air pâle. »« Juste fatigué. Ce matin-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, regardant le plafond, revivant chaque moment de cette nuit. Le lendemain, pendant que ma fille fêtait son anniversaire, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la dame en noir, à Ricardo. À quel point l'amour peut être si fort qu'il défie même la mort. Et comment ce même amour peut se transformer en une chaîne qui te tire lentement de l'autre côté. Il a fallu 3 jours avant que j'ose enquêter. J'avais l'adresse. J'ai cherché sur Google Maps la maison à San Juan, puis j'ai consulté les registres publics. La maison avait appartenu à une famille Mendoza. Le fils, Ricardo Mendoza, était mort dans un accident de la route 10 ans auparavant. Il avait 25 ans. La mère, Elena Mendoza, avait vécu dans cette maison jusqu'à sa mort. Sa mort remontait à 5 ans. 5 ans. Elle était morte d'une crise cardiaque chez elle. On l'a retrouvée 3 jours plus tard. Seule. J'ai cherché sur Facebook, dans les nécrologies, partout où je pouvais. J'ai trouvé des photos d'Elena Mendoza. C'était elle. La femme que j'avais emmenée dans mon taxi. Mais elle était morte depuis 5 ans. J'ai appelé Don Mario cet après-midi-là. Don Mario, l'appel du 28 octobre, la dame qui a demandé un taxi pour le cimetière. Avez-vous toujours son numéro de téléphone? Il devrait être dans le système. Laisse-moi voir. Voilà. Pourquoi en as-tu besoin?
Il m'a donné le numéro. Je l'ai composé avec des mains tremblantes. Le téléphone a sonné, et sonné, et sonné. Personne n'a jamais répondu. Mais le message de la boîte vocale qui a retenti m'a glacé jusqu'aux os. Vous avez appelé le numéro d'Elena Mendoza. Je ne peux pas répondre pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. C'était sa voix. La voix de la femme du taxi. Claire comme le jour. J'ai raccroché sans laisser de message. J'ai renoncé au taxi une semaine plus tard. J'ai dit à la coopérative que j'avais des problèmes de santé, que je ne pouvais plus conduire le service de nuit. Ce n'était pas un mensonge complet. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces grilles du cimetière. Je la voyais les traverser comme un spectre. J'ai trouvé un travail de jour, dans un magasin de pièces détachées pour voitures. Ça paie moins, mais je rentre chez moi avant la tombée de la nuit. Avant que la nuit ne tombe. Avant 3 heures du matin. Ma femme dit que c'était le meilleur choix. Que maintenant je suis plus avec la famille. Que j'ai l'air plus en santé. Et elle a raison sur tout ça. Mais il y a des nuits. Des nuits où je ne peux pas dormir. Où je reste éveillé jusqu'à plus de 3 heures du matin. Et pendant ces nuits, je jure que je peux sentir des lys. Cette odeur sucrée et malsaine qui a rempli mon taxi ce matin-là. Et je me demande si Elena Mendoza continue d'aller au cimetière chaque 28 octobre. Je me demande si elle a finalement trouvé la paix et est restée avec Ricardo de l'autre côté. Ou si elle est toujours piégée dans ce cycle, année après année, de moins en moins réel, de plus en plus fantôme. Je me demande si d'autres chauffeurs de taxi ont reçu cet appel l'année dernière. Ou cette année. Je me demande s'ils ont vu ce que j'ai vu. S'ils ont eu le courage de rester et d'attendre, ou s'ils ont fui dès qu'ils l'ont vu passer à travers ces grilles. Et je me demande, dans mes moments les plus sombres, si quand mon heure viendra, si quand je franchirai ce voile entre les mondes, je la verrai là-bas, à Elena, en attendant, toujours à la recherche de son fils, toujours piégée dans son deuil éternel, parce que c'est ce qui me fait vraiment peur. Ce n'est pas que les morts puissent marcher parmi nous, mais que l'amour, cet amour si pur et absolu d'une mère pour son fils, puisse devenir une prison que même la mort ne peut ouvrir. Il y a des jours où je pense à revenir, à aller au cimetière du Battant un 28 octobre à 3 heures du matin, à voir si elle est toujours là, à lui demander si elle a enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Mais je ne le fais jamais, parce que j'ai peur de la réponse. J'ai peur qu'elle me dise non, qu'elle continue à chercher, qu'elle cherchera pour toute l'éternité. Ou pire encore, j'ai peur qu'elle ne soit pas là, que les barreaux soient vides et silencieux, parce que cela signifierait qu'elle est enfin restée de l'autre côté. Et si elle a pu rester piégée dans ce limbe pendant des années, luttant entre deux mondes, qu'est-ce qui attend le reste d'entre nous? Parfois, quand je prends mes enfants dans mes bras, je les serre un peu plus fort, un peu plus longtemps, parce que je comprends maintenant ce qu'Elena a essayé de me dire cette nuit-là. On ne sait jamais quand ce sera la dernière fois. Et l'amour d'une mère ou d'un père pour ses enfants est si puissant qu'il peut briser les barrières entre la vie et la mort. J'espère juste que quand mon heure viendra, je pourrai lâcher prise, je pourrai laisser aller, je pourrai traverser complètement de l'autre côté sans regarder en arrière, sans m'accrocher à ce que j'ai laissé. Parce que j'ai vu ce qui se passe quand on ne peut pas. J'ai vu le prix de l'amour qui n'accepte pas les fins. Et c'est plus terrifiant que n'importe quel fantôme. C'était l'expérience que Sébastien a partagée avec moi il y a quelques semaines. Il a arrêté de conduire un taxi de nuit après cette nuit-là et dit qu'il ne reviendra jamais. T'es-tu déjà retrouvé face à quelque chose d'inexplicable dans ton travail ou dans ta routine quotidienne? Si tu as une histoire similaire, j'aimerais beaucoup la lire dans les commentaires. Et si ce type de contenu t'intéresse, envisage de t'abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires qui attendent. Prends soin de toi et repose-toi bien. Ce que je vais vous raconter ce soir m'a été envoyé par Rodrigo, un photographe qui vit en Argentine et qui a passé un week-end dans la Sierra de Cordoba, qui a changé sa façon de comprendre certains lieux. Il m'a écrit en détail, avec cette précision que possèdent les personnes qui se souviennent de quelque chose avec trop de clarté parce qu'elles n'ont pas pu s'empêcher d'y penser. Si vous écoutez cela pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue. Nous publions des histoires comme celle-ci chaque semaine,
Et si vous avez déjà vécu quelque chose dans un endroit qui se sentait différent, vous savez déjà où me trouver. Rodrigo m'a demandé de raconter son histoire complète, sans rien couper. Alors c'est ce que je vais faire. Voici ce qui lui est arrivé lorsqu'il a décidé de photographier une forêt dont les habitants ne parlent pas. Je suis photographe. Je travaille de manière indépendante depuis 7 ans, faisant de tout. Publicité, portraits, événements, tout ce qui arrive. Mais mon travail préféré, celui que je fais quand j'ai du temps libre et un peu d'argent de côté, c'est la photographie de paysages et de nature. Je m'aventure dans des endroits difficiles avec l'appareil photo, et je passe des heures à attendre la bonne lumière, la composition exacte. C'est un travail solitaire et patient qui correspond bien à ma façon d'être. En février de l'année dernière, Céleste m'a invité à passer un week-end dans la cabane de sa famille dans la Sierra de Cordoba. Céleste et moi nous connaissons depuis l'université. Nous sommes des amis de ceux qui ne se voient pas souvent, mais qui reprennent exactement là où ils s'étaient arrêtés. Elle y allait avec quelques amis. Je suis allé parce que j'avais besoin de sortir de la ville et parce que la région est photographiquement intéressante. Des collines, des forêts natives, un ciel dégagé la nuit. Nous sommes arrivés un vendredi après-midi. La cabane était spacieuse et confortable, avec une galerie donnant sur la colline et un petit ruisseau que l'on entendait depuis les chambres. Nous avons bien dîné ce soir-là, nous avons bu du vin, nous avons conversé jusqu'à tard. Tout était exactement ce que l'on attend d'un week-end à la montagne. Repos, air pur, conversation sans urgence. Le lendemain, samedi, je suis sorti tôt avec l'appareil photo pendant que les autres dormaient encore. J'ai marché sur le sentier qui montait depuis le chalet vers la colline, cherchant la lumière du matin qui, dans la Sierra de Cordoba, a une qualité particulière, presque dorée et horizontale, qui ne dure que quelques minutes avant de redevenir ordinaire. C'est pendant cette promenade que j'ai vu la forêt. Il était sur le côté du sentier, vers l'ouest, plus dense que la végétation qui l'entourait, avec des arbres plus grands et plus sombres que ceux du reste de la colline. Il n'était pas énorme, mais il avait une compacité qui le faisait paraître plus profond qu'il ne l'était probablement. La lumière du matin n'y pénétrait pas de la même manière que dans le reste du paysage. À l'intérieur, tout était ombre et pénombre, bien que le soleil fût déjà assez haut. Il me semblait photographiquement parfait. J'ai pris plusieurs photos depuis l'extérieur, depuis le bord, où la végétation dense commençait. Le contraste entre la lumière de la colline et l'ombre intérieure de la forêt était exactement le type de composition que j'aime, cette frontière entre l'illuminé et l'obscur qui suggère deux mondes distincts. Je suis retourné à la cabane avec du bon matériel et j'ai passé le reste de la matinée à revoir les photos sur l'écran de l'appareil photo pendant que Céleste et ses amis prenaient leur petit déjeuner. « Quel est ce bois qui se trouve à l'ouest du sentier ?» ai-je demandé. Les trois me regardèrent avec une expression que je ne savais pas interpréter à ce moment-là. « Tu es allé là-bas » demanda Céleste. « Juste jusqu'au bord. J'ai pris des photos de l'extérieur. » Céleste haussait les épaules avec ce geste qui signifie qu'elle ne veut pas aborder le sujet. « Les voisins disent que cet endroit est étrange, dit-elle. Ils n'y vont pas. Étrange comment? Je ne sais pas. Des choses de la campagne. Tu sais comment sont ces histoires. Je n'ai pas posé d'autres questions, mais j'ai continué à penser à la forêt pendant le reste de la journée. Cet après-midi, pendant que Céleste et ses amis allaient au village acheter des choses pour le dîner, je suis retourné sur le sentier avec l'appareil photo. Je voulais des photos avec la lumière de l'après-midi, qui dans la montagne a une teinte complètement différente de celle du matin, plus orangée et plus latérale, ce qui fait que les textures de l'écorce et des feuilles se voient avec une définition que la lumière frontale de midi aplatit. J'ai atteint le bord de la forêt et j'ai commencé à photographier de l'extérieur, comme le matin. Les photos étaient bonnes, avec cette qualité de seuil que j'aimais, mais au fur et à mesure que les minutes passaient et que la lumière changeait, j'ai ressenti l'envie d'entrer. Juste quelques mètres, assez pour photographier de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui est une perspective complètement différente. Je suis entré. Le changement fut immédiat, non seulement de lumière, mais de tout. Le son du vent qui avait été présent tout l'après-midi a disparu au moment où j'ai franchi le seuil des premiers arbres. L'air est devenu plus calme, plus dense, avec une odeur de terre humide et de quelque chose de végétal en décomposition qui n'était pas désagréable mais qui était très intense, trop intense pour la saison. Février à Cordoba est chaud et sec. Cette odeur appartenait à une autre saison, à un autre type d'humidité, photographiée vers l'extérieur, vers la lumière de la colline visible entre les troncs, et les photos étaient exactement ce que je voulais. Cette sensation d'être à l'intérieur de quelque chose d'obscur regardant vers un monde lumineux. Je continuais à avancer de quelques mètres, cherchant un meilleur angle.
C'est alors que je remarquai le silence. Pas le silence du vent qui avait disparu en entrant, mais quelque chose de plus total. Aucun oiseau, aucun insecte, aucun craquement de branches. La forêt était complètement silencieuse d'une manière que les forêts ne le sont normalement pas, même les plus denses. Les forêts ont toujours du son, le mouvement de petits animaux, le froissement des feuilles, quelque chose. Cela n'avait rien. Je l'ai remarqué, je l'ai enregistré, et je l'ai archivé comme intéressant plutôt que comme préoccupant. Je fais partie de ceux qui, face à l'inconnu, ressentent de la curiosité avant la peur. Je continuais à photographier. J'étais peut-être à l'intérieur de la forêt depuis 15 minutes quand j'entendis le premier son. C'était un son très doux, difficile à localiser, comme des pas sur des feuilles sèches mais trop lents et trop espacés pour être un petit animal, et trop léger pour être quelque chose de grand. Il venait de quelque part à ma gauche, mais quand je tournais dans cette direction, le son semblait venir d'un autre côté. Je restais immobile et écoutais. Les pas, ou ce qu'ils étaient, s'étaient également arrêtés. J'attendis 1 minute. 2. Silence, total. Je continuais à marcher, maintenant avec un peu plus d'attention à l'environnement qu'auparavant. La lumière dehors diminuait. À l'intérieur de la forêt, où il faisait déjà crépusculaire à cette heure-là, il commençait à faire sombre. Je décidai de commencer à revenir. Je marchais dans la direction par laquelle j'étais entré, ou du moins dans la direction que je croyais être celle par laquelle j'étais entré. La forêt n'était pas grande. J'étais entré d'environ 20 ou 30 mètres, pas plus. Je devrais avoir atteint le bord en moins d'1 minute. Je n'y parvins pas. Je marchais ce qui me sembla plus que suffisant, et la forêt continuait autour de moi, tout aussi dense, sans la clairière de la colline visible entre les troncs. Je tournais de 90 degrés et marchais dans cette direction. Toujours pas. Je tournais à nouveau. La forêt restait la même dans toutes les directions. Arbres sombres, sol de feuilles, crépuscule croissant. C'est alors que je ressentis quelque chose de semblable à la peur pour la première fois. Pas de panique, pas encore, mais une alarme interne. Un signal que quelque chose n'allait pas dans la géométrie de cet endroit. Je sortis le téléphone pour utiliser le GPS. Pas de signal. Ce qui était étrange car dans la Sierra de Cordoba, bien que le signal soit faible, il y a presque toujours quelque chose. Là, il n'y avait absolument rien, même pas une barre. Je respirais. Je pensais logiquement. Les forêts ne sont pas des labyrinthes. Si je marche en ligne droite dans n'importe quelle direction, je finirai par sortir. Je choisis une direction et marchais d'un pas décidé, comptant les pas pour garder la ligne droite. J'arrivais à 100 pas, et la forêt restait la même. 200 pas, pareil. À 300 pas, je m'arrêtais. J'étais au centre de quelque chose qui ne devrait pas être possible. Une forêt qui, par ses dimensions visibles de l'extérieur, ne pouvait pas avoir plus de 100 mètres de diamètre, mais qui, à l'intérieur, semblait ne pas avoir de limite. C'est à ce moment-là que je m'arrêtais que je le vis. Entre les arbres, à une vingtaine de mètres, il y avait une silhouette. Un vieil homme, debout, complètement immobile, me regardant. Il était difficile de voir les détails dans la pénombre, mais je pouvais distinguer la silhouette. Mince, se tenant droit malgré l'âge suggéré par ses cheveux blancs et sa posture, avec quelque chose qui aurait pu être des vêtements sombres ou simplement l'ombre collée à lui avec trop de force. Il ne m'a pas salué, il ne bougea pas. Il était juste là, me regardant. « Bon après-midi », dis-je. Ma voix résonna étrangement dans ce silence, trop présente, trop seule. Le vieux ne répondit pas. « Je me suis perdu », dis-je. « Pouvez-vous m'indiquer la sortie ?» Rien, immobile. Je fis quelques pas vers lui. Le vieux restait immobile. Mais quelque chose changea dans la manière dont je le percevais. À mesure que je m'approchais, sa silhouette ne gagnait pas plus de détails. Elle restait tout aussi floue, tout aussi imprécise, comme si la distance entre nous ne changeait pas bien que je me déplaçais clairement vers lui. Je m'arrêtais à ce que je calculais être une dizaine de mètres. « Vous m'entendez » Le vieux leva lentement un bras et pointa vers ma droite. Un geste clair, sans ambiguïté. Cette direction. Je ne sais pas si c'était intelligent ou non, mais je l'ai écouté. J'ai tourné à droite et j'ai marché. Après 50 pas, la forêt s'est ouverte. Je suis sorti au bord, sur la colline, à la lumière du coucher de soleil qui à ce moment-là était déjà presque orange et horizontale. Je suis sorti en respirant plus fort que je ne m'étais rendu compte que je respirais. Et je me suis arrêté avec les mains sur les genoux pendant quelques secondes, simplement en existant dans l'espace ouvert. Quand je me suis redressé et que j'ai regardé en arrière, vers la forêt, il n'y avait personne. Le vieux n'était pas au bord.
Il n'y avait aucune figure visible entre les arbres. Je suis retourné à la cabane sans m'arrêter. Céleste et ses amis préparaient déjà le dîner quand je suis arrivé. Elles m'ont regardé le visage et Céleste a immédiatement demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté. Les trois ont écouté en silence, sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, une des amies de Céleste, qui s'appelait Patricia et qui était de la région, a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire. Ma grand-mère disait toujours que dans cette forêt vit quelque chose qui veille sur l'endroit, que cela ne fait de mal à ceux qui entrent sans mauvaise intention, mais que cela ne les laisse pas sortir seuls non plus, qu'il faut attendre qu'ils te montrent le chemin. Veille sur l'endroit de quoi ? Demandai-je. Patricia haussait les épaules. Des gens qui entrent pour faire du mal, je suppose. Chasser sans permission, couper des arbres, ce genre de choses. Ma grand-mère disait que cette forêt est là depuis bien plus longtemps que le village et qu'elle a sa propre façon de se protéger. Et le vieux ? Qui est le vieux ? Les trois se regardèrent. Ma grand-mère disait que le vieux fait partie de la forêt, dit Patricia. Que ce n'est pas une personne, que c'est la forme que prend la forêt quand elle a besoin de communiquer avec quelqu'un. Nous avons mangé en silence pendant un moment après cela. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Non pas parce que j'avais peur exactement, mais parce que mon cerveau ne pouvait pas cesser de traiter ce que j'avais vécu. L'impossibilité géométrique de la forêt, le silence total, le vieil homme qui pointait sans bouger, la sortie qui est apparue exactement là où il avait indiqué. Je suis photographe. Je travaille avec la réalité visible, avec la lumière qui existe, avec les objets qui sont là et que l'objectif capture. J'ai une relation très concrète avec le monde physique. Et ce que j'avais expérimenté dans cette forêt ne correspondait à rien de ce que je comprenais sur le fonctionnement du monde physique. À 2 heures du matin, avec les autres endormis, j'ai allumé l'écran de l'appareil photo et j'ai vérifié les photos que j'avais prises dans la forêt. Les photos de quand je suis entré, les premières que j'ai prises en photographiant vers l'extérieur, étaient parfaitement bien, claires, correctement exposées, exactement ce dont je me souvenais avoir photographié. Les photos que j'ai prises ensuite, celles que j'ai prises en marchant à la recherche de la sortie, étaient autre chose. Dans plusieurs d'entre elles, entre les arbres, il y avait une forme. Pas le vieux que j'avais vu de face plus tard, mais quelque chose de différent. Une tache sombre, sans forme humaine claire, qui apparaissait à des positions différentes sur des photos consécutives, comme si elle s'était déplacée d'une photo à l'autre. Sur une photo, elle était derrière un tronc épais. Sur la suivante, elle était à gauche, plus près. Sur la suivante, elle était directement derrière moi, capturée parce que j'avais tourné la caméra à la recherche d'un angle. J'ai regardé cette dernière photo pendant un bon moment. La tache sombre sur cette photo était à moins de 2 mètres de l'endroit où j'avais été debout. Et je ne l'avais pas vue, je n'avais rien ressenti dans mon dos. Je n'avais eu aucune indication qu'il y avait quelque chose si près. J'ai éteint la caméra et je suis resté assis dans l'obscurité de la pièce un long moment. Le lendemain matin, dimanche, pendant que Céleste et les autres dormaient encore, je suis allé sur le sentier. Pas pour entrer dans la forêt, juste pour la voir de l'extérieur, de loin, à la lumière claire du matin. Elle avait exactement l'air du premier jour, dense, sombre à l'intérieur, cette frontière entre la lumière de la colline et l'ombre intérieure qui m'avait semblé si photographiquement intéressante 48 heures auparavant. Il y avait cependant quelque chose de différent. Au bord de la forêt, exactement là où je suis sorti l'après-midi précédent, il y avait une pierre de taille moyenne, lisse, de couleur gris foncé, qui n'était pas là quand je suis sorti. J'en suis sûr car je l'aurais vu, je l'aurais photographié. C'était exactement le genre de détail que je note. La pierre était seule au bord de la végétation, comme placée là avec intention. Je ne l'ai pas touchée, je ne l'ai pas photographiée. Je l'ai regardée un moment puis je me suis retourné et je suis retourné à la cabane. Quand Céleste s'est levée et que je lui ai parlé de la pierre, son expression était celle de quelqu'un qui décide de parler de quelque chose dont elle préférait ne pas parler. « La première fois que je suis venu dans cette cabane, enfant, dit-elle, ma mère m'a dit que cette forêt était un endroit qui méritait du respect, que si jamais on passait près, il valait mieux ne pas entrer. Elle ne m'a pas expliqué pourquoi. Elle a juste dit que c'était un endroit qui avait ses propres règles. Et la pierre ? Je ne sais pas ce que cela signifie. Mais il me semble qu'il vaut mieux la laisser où elle est. Nous l'avons laissée où elle était. Nous sommes partis ce dimanche à midi. Sur le chemin du retour vers la ville, pendant que Céleste conduisait et que les autres dormaient sur les sièges arrière, j'ai regardé les photos dans l'appareil photo encore une fois, celles de la forêt. Les photos de la tache sombre étaient toujours là, tout aussi claires, tout aussi inexplicables.
Mais il y avait quelque chose d'autre que je n'avais pas remarqué la nuit précédente. Sur la photo où la tache était derrière moi, à moins de 2 mètres, si l'on regardait attentivement au fond, entre les arbres les plus éloignés, il y avait une forme beaucoup plus définie. C'était le vieux, debout, entre les troncs, regardant vers l'appareil photo. Je ne l'avais pas vu à ce moment-là. À ce moment-là, je n'avais vu que la tache de près, et je m'étais retourné en cherchant un angle, sans savoir qu'un peu plus loin, dans l'ombre, il y avait une silhouette complètement immobile observant tout. J'ai montré la photo à Céleste à un feu rouge. Elle l'a regardée pendant une seconde, puis a de nouveau tourné les yeux vers la route sans rien dire. « Céleste, ai-je dit. Oui, je l'ai vue. Que penses-tu » Silence pendant plusieurs secondes. « Je pense que tu as eu de la chance qu'elle te montre la sortie », a-t-elle dit finalement. Je n'ai pas répondu. J'ai rangé l'appareil photo dans le sac à dos et j'ai regardé par la fenêtre le champ plat qui remplaçait la montagne pendant que nous nous éloignions. Ces photos, je les ai encore. Je ne les ai pas supprimées, même s'il y a eu un moment où j'ai pensé le faire. Je les ai dans un dossier séparé sur le disque dur, avec un nom de fichier qui ne les décrit pas, qui ne dit rien sur ce qu'elles sont. Je les regarde de temps en temps, pas fréquemment, quand j'ai besoin de me rappeler que la réalité a plus de couches que ce que la caméra peut capturer. Je ne suis pas retourné dans la Sierra de Cordoba. Pas par peur exactement, mais parce qu'il y a des endroits que l'on visite une seule fois, et on le sait. La forêt était l'un de ces endroits. Elle m'a laissé entrer, m'a montré ce qu'elle avait à montrer, et m'a laissé sortir. Je n'ai pas besoin de tenter une seconde visite. La pierre grise que j'ai trouvée au bord de la forêt ce matin-là, je m'en souviens encore avec une étrange clarté. Plus claire, en fait, que beaucoup de choses que j'ai photographiées ce week-end-là. Comme si le cerveau savait que certaines choses importent, même si elles ne restent pas en images. C'est tout ce que Rodrigo a voulu raconter. Fin du récit de Rodrigo. Elle m'a écrit que depuis ce week-end, elle examine ses photos de paysages avec plus d'attention, qu'elle trouve parfois des choses en arrière-plan qu'elle n'avait pas remarquées en prenant la photo. Elle dit que la plupart sont des ombres normales, des reflets, des branches qui forment des formes, mais qu'il y a de temps en temps quelque chose qui ne s'intègre pas, et que dans ces cas-là, elle ferme simplement le dossier et continue sa journée. Je pense que c'est une manière sensée de vivre certaines expériences. Si jamais tu as photographié quelque chose qui ne devrait pas être dans l'image, j'aimerais le savoir. Les commentaires sont là pour ça. Prends bien soin de toi. On se retrouve dans la prochaine histoire.